Oui, on est de retour. Bienvenue dans Ça déraille, le podcast qui parle d'un sport qui démarre en peloton et 3 semaines après, le rêve des Français ne se réalise toujours pas. On va bien sûr parler du Giro avec le succès de Jay Hindley, le revenant australien, et on reviendra aussi sur le parcours des Français. La joie avec le maillot cyclamen d'Arnaud Démare, mais aussi les déceptions avec la tristesse après l'abandon de Romain Bardet, mais aussi Guillaume Martin très loin de son objectif initial. Et entre tout ça, on aura un invité encore une fois de prestige avec Christophe Laporte. Son début de saison avec la Jumbo, ses envies. Fera-t-il le Tour de France ? On lui demandera tout à l'heure. Et mes équipiers aujourd'hui, Jérémy Saacchiano. Salut à tous, c'est vrai, en italien ça pourrait faire ça avec Yano. Tes équipiers ils sont pas nombreux, hein. L'équipe est décimée, les délais ont fait du mal, j'ai l'impression. Mais attends, il y a de grosses étapes de montagne qui malheureusement, on a perdu Anthony Nicolas. Évidemment, hein, vu comme il roule en ce moment, c'est pas terrible. Mais on a avec nous Rémi Dos Santos Almeida. Pour la petite info, Almeida a abandonné, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi le Giro. Ouais. Mais bon, Rémi est quand même là. Les Français et les Portugais sont... Ah oui. Mais non, il y avait Rui Costa jusqu'au bout. Oui, enfin bon. Oui, maintenant, c'est plus pour amuser la galerie. C'est vrai qu'on l'a pas vu, je crois, du Giro, Rui Costa. Mais sympa d'être passé, en tout cas, sur ce Tour d'Italie. On aura peut-être Gilou tout à l'heure, on ne sait jamais, la surprise du chef en fin de cette émission. Mais en attendant, on va aller direct sur le départ. Sur Ça déraille, on a évidemment toujours cru en lui. Si vous réécoutez tout... Non, ne le faites pas. Jay Hindley remporte donc le 105e Tour d'Italie après 3 semaines de lutte avec Richard Carapaz. Je vous ai demandé un petit peu avant vos 3 points de ce Giro parce qu'on va essayer de revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, les points les plus importants. On y reviendra dans cette première partie, puis ensuite on parlera des Français. Et évidemment, on va commencer par Jérémy Saacchiano qui a caché ses 3 points. On commence pas par toi. Non, moi je fais à la fin. Parce que moi j'ai mis un point pour en réaction à un des tiens. Ah alors on va commencer par Rémi, on fera moi, puis après on fera toi. Mais attends, mais tu préviens pas aussi, comment je peux savoir ? Oui, non mais c'est la petite surprise. Bon, Rémi, alors en premier point, j'ai mis une bataille du général faite par des humains. Ça change. Des extraterrestres. Dénonce d'entrée. Des humains, mais attends, pas les victoires d'étape, hein, pas... Non, je parle de la bataille pour le général. Parce qu'on a vu quelques robots quand même, mine de rien. La grosse impression laissée par la Bora. Oui. Et le nouvel ogre du cyclisme mondial, l'Intermarché ou Anti-Gobert. Oui, bien sûr, qui a donc collaboré avec la Bahrain Victorious ces derniers temps, Intermarché ou Anti-Gobert, qu'on adore, on l'embrasse, une très belle équipe. Mais ils ont été très costauds sur ce Giro. Bon, allez, le mien, premier point. Je me suis fait chier, voilà, et je peux vous dire que j'en ai vu des étapes du Giro pour avoir travaillé sur cet événement. Ouh là là, il y a des étapes, c'était pas folichon. Je sais qu'il y a des personnes autour de moi qui vont pas être d'accord. Pas compris la stratégie de la Bahreïn avec Landa, mais bon, avec Landa on comprend pas grand chose. Il a pris un petit peu tous de la Movistar pour le ramener à Bahreïn. Et 1 ou 2 victoires pour les favoris du classement général. Depuis quand on n'a pas vu ça ? Franchement, jamais une lutte pour une victoire sur les dernières semaines. C'est très très bizarre. Moi, ça m'a fait bizarre en tout cas. Jérémy, vas-y, réponds-moi. Non, alors dans un premier temps, je vais d'abord offrir mon premier point au grand vainqueur, Jay Hindley, parce qu'il a été beaucoup critiqué ici, de la même manière que Tao Gegenhardt par rapport à ce Giro 2020 qu'on a tous plus ou moins décrié un jour. Au début, moi, je les défendais, puis c'est vrai qu'au vu de la saison de l'an passé de Jay Hindley, je m'étais rendu à l'évidence que c'était un accident. Et finalement, non. Qui aurait pu dire il y a 3 semaines que Jay Hindley allait gagner ce Giro ? Donc chapeau à lui. Anthony Nicolas, je ne pense pas non plus. Deuxième point, pardon à Arnaud Démare d'avoir douté d'Arnaud Démare. Pardon, parce que 3 victoires d'étape et le maillot cyclamen, il n'y avait pas forcément moyen de faire mieux. On en reparlera dans la deuxième partie. Tout à fait. Et le troisième point, c'est là pour te répondre. Moi, j'ai adoré ce Giro parce qu'il était animé, parce qu'il y a eu du suspense jusqu'au bout, parce que tous ceux qui ont osé, en tout cas la plupart de ceux qui ont osé, ont gagné. De Ghent, Guirmet, les Alpecin, Bouman, Jan Hirt, Covey. Donc moi, je me suis régalé. Et pour être un petit peu chauvin et corpo, je me suis d'autant plus régalé via le dispositif d'Eurosport en invitant quasiment chaque jour un nouvel invité. Il y avait des directeurs sportifs. Philippe Gilbert. Il y avait Tony Galopin. Donc il y avait une diversité des commentaires qui nous a quand même égayer l'épreuve sur 3 semaines. Bon, on va continuer là-dessus sur est-ce qu'on s'est ennuyé ou pas. Moi, je vais te répondre. En fait, si je dis ennuyé, c'est plutôt pas pour la bataille pour les étapes, parce que ça, c'était quand même intéressant. C'est toujours d'ailleurs intéressant. Mais c'est cette bataille pour le classement général où il n'y a pas eu grand-chose ou presque. Voilà, 3 secondes d'écart ou peut-être un peu plus, mais voilà, ça n'a quasiment pas changé de la 3e étape, 4e étape à l'Etna jusque la dernière journée. Donc c'est ça en fait un petit peu qui a été
différent entre l'écart entre Jay Hindley et Richard Carapace. Tout s'est joué sur 3 km. Et puis le bip de Gilles ou ça? Non, pas encore arrivé là. Non, c'est fausse alerte. Fausse alerte. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et puis c'est pour ça que je disais ça. Parce que ça n'a pas beaucoup bougé et il y a des étapes qui ont été escamotées. On parle celle de l'Etna, mais on a eu aussi avant-dernière journée au Santuario di Castelmonte où là encore une fois il y avait encore des choses à faire un petit peu avant dans l'étape et je suis pas le seul, figure-toi, à être embêté par ça. Alberto Contador qui sur Eurosport a décrit à chaque fois les étapes. Non, c'était simple. Oui, j'aurais pensé qu'il y aurait des attaques avant et tout. On connaît Alberto Contador. C'est vrai que lui il aurait fusillé dès la première montée, mais voilà, on est plusieurs à penser ça. Moi, si j'ai un truc à reprocher aux organisateurs, c'est d'avoir mis l'étape la plus dure la veille de l'arrivée. C'est la réalisation. Donc, et puis, la réalisation, dans un premier temps, mais sur l'ambulance. sur le plan sportif, c'est d'avoir mis cette étape avec le San Pellegrino, le Port d'Oeil et la Marmolada le dernier jour, parce que ça inquiétait tout le monde et forcément, les coureurs du classement général se sont neutralisés. En plus de cela, jusqu'au dernier jour, Landa, Carapace et Hindley étaient quasiment au même niveau. Donc, ils se sont un petit peu attaqués, puis ils se sont vite rendus compte qu'ils étaient inlâchables. Donc tout le monde a fait all-in le dernier jour. Et après, pour rebondir sur ton point, Michael Landa, c'est vrai que sur la dernière étape, j'ai été déçu jusqu'aux 3-4 derniers kilomètres. Les devant toute la journée. Mais il avait pas les jambes en fait. Donc, c'était pour cacher la misère, certainement. Ouais, mais donc attends. toutes les stratégies que de Richard la terre Carapace n'y non peuvent plus. rien. Tu peux faire deuxième sur tu peux faire plus d'écart étant donné qu'on voit que Carapace est vraiment mais pas Carapace, bien. Pour moi, Carapace a été aussi victime de la mauvaise stratégie d'Ineos parce qu'au moment où Pavel Sivakov prend son relais de mutant pour essayer de le mettre sur orbite, je pense que c'est là qu'il perd le Giro, en tout cas qu'il perd la majeure partie de cette minute 25. S'il avait gardé Sivakov avec lui, comme l'a astucieusement fait Jay Hindley vis-à-vis de Kemna, il aurait pu avoir un équipier aux côtés de Carapace, ça aurait pu changer la donne. Donc à vouloir être trop offensif quand t'as pas les jambes, ça peut te retomber dessus. Alors c'est vrai que par contre Landa avait un peu plus de marge vis-à-vis de Nibali, mais si t'as pas les jambes, tu peux pas faire de miracle. Ouais. Bon alors tu as pensé quoi de ce Giro, Rémi alors? Moi j'ai bien aimé justement le fait que on avait des performances similaires du moins. Oui, c'est ce côté humain, c'est ça que tu veux dire. Voilà, ce côté humain où on n'a pas eu un mec à gagner en attaquant, en flinguant à 60 bornes de l'arrivée sur la première étape de montagne ou ce genre de choses. Et puis voilà, ça a été serré. Moi, il y a juste une seule fois, et c'était en fin de deuxième semaine, où je me disais, Hindley a l'air plus fort, mais il met pas des vraies attaques pour attaquer Carapace et Landa. Mais c'est sur un jour que je me dis ça. C'est vraiment juste sur ce jour-là où je me dis, il a l'air mieux, machin. Mais sinon, après, à aucun moment, j'ai senti que un tel ou un tel allait prendre le dessus. Donc moi, j'ai aimé ce suspense. J'ai aimé voir ces petites attaques et tout, parce que c'est un peu frustrant, j'entends bien pour les suiveurs. Mais moi, j'ai bien aimé que ils se battent avec ce qu'ils avaient. Oui, c'est vrai qu'on a une bataille constante et puis Jay Hindley, il l'a dit aussi, il avait qu'une balle dans son fusil, un truc comme ça. En fait, il s'est aussi gardé pour avoir un maximum de fraîcheur sur ces 3 derniers kilomètres. Il l'a répété plusieurs fois. Même la veille, il a dit je sentais que j'étais bien, mais j'ai pas voulu parce que je voulais tout garder pour la fin. C'était aussi peut-être une stratégie de Jay Hindley. Il dit j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'avance sur le chrono, il m'en faut juste une et c'est le bon moment. Il a réussi d'ailleurs, bravo à lui, mais il aurait pu avoir des regrets aussi parce qu'en 2020 on se rappelle, oui. Tao Gegenhardt qui lui a chippé ce maillot à Milan lors du chrono, mais c'était aussi une stratégie de sa part, de l'Australien. Oui, et moi Jay Hindley, je l'ai trouvé sûr de son fait parce qu'on l'a senti. Il montait en puissance sur ce Giro, un peu plus que Carapace, parce que rappelez-vous, sur l'étape du Blocos, c'est Hindley qui gagne, mais dans un premier temps, il est lâché. Oui, bien sûr. Il est ramené par Almeida dans un deuxième temps. Donc à ce moment-là, on se dit, Landa, Carapace et Bardet sont peut-être un tout petit cran au-dessus des autres. Hindley a comblé ce trou. Ça veut dire que la courbe de montée en puissance était plus intéressante que celle de Carapace, qui s'est tassée. Et sur la dernière étape, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est qu'au moment où Hindley rejoint Kemna, il se met dans la roue. Et il ne tente pas d'attaquer Carapace alors qu'on est à 3-4 km de l'arrivée. Et il se dit à ce moment-là que Kemna va réussir à faire sauter Carapace. Ça témoigne, selon moi, des certitudes de la stratégie de la Bora. On s'est dit que le rythme de Kemna pouvait faire sauter Carapace. Donc à partir du moment où on s'est dit ça, c'est qu'on en avait gardé assez sous la pédale et qu'on avait émoussé les autres les jours précédents.
on n'a peut-être pas fait d'écart, mais depuis l'étape de Turin, ça a quand même flingué au moins une fois tous les jours. Et au bout d'un moment, ça se paye. Hindley, il a attendu jusqu'au dernier moment. Comme tu l'as dit, il avait une cartouche et il l'a sollicité au bon moment grâce à Kemna. Mais normalement, jamais de la vie, Kemna, il fait sauter Carapace. Ça n'arrive jamais. Et à partir du moment où on a envisagé que ça puisse être la stratégie de la Bora, c'est qu'on avait toute confiance en Hindley. On pourra reparler du Giro de Kemna aussi. Ouais, parce excellent que Giro. Il a été animateur tout le long, il gagne une étape. Et puis ouais, Et il la collabore. de la Bora en globale, général. parce que Sauf Bourman. l'étape de Turin, elle est pour Kelderman. Kelderman, c'est quand même le 3e du Giro d'il y a 2 ans, c'est quand même le 4e du Tour de France, et il s'est mis à plat ventre pour ses leaders. Alors il y avait Bourman dans un premier temps, mais il s'est mis à plat ventre sans compter ses efforts, et l'étape de Turin, elle est importante parce qu'elle permet quand même d'éliminer des postulants pour ensuite se focaliser vraiment sur Carapace, Landa, et dans une moindre mesure Almeida qui avait été éliminé de toute façon la veille. Et en plus, c'est assez dur quand on est leader, en tout cas au départ, pour Kelderman, de se dire qu'on n'est pas dans le coup et de tout donner pour un équipier. C'est vrai que ça paraît logique parce qu'on est dans la même équipe, mais c'est pas tout le temps le cas. Et vraiment, tout le monde s'est mis au travail pour Jay Hindley et pour revenir sur Kemna, sur la dernière montée. En plus, il se sacrifie parce qu'il est encore devant. Il y a Covey, même il a 2 minutes d'avance au début de la dernière montée, mais on lui dit c'est bon, allez hop, tu freines et tu vas attendre au bon moment. Hindley, là aussi, s'est sacrifié. Il n'y a pas un moment où il s'est dit bah attends les gars, je vais jouer la victoire. Non, pas du tout. On va jouer le maillot jusqu'au bout. Donc c'était l'un de tes points, Rémi, à Borance-Greux. Voilà, chapeau, 3 semaines intelligentes et intéressantes. On vient d'en parler, hein, donc on va pas s'éterniser non plus là-dessus, mais j'ai pas grand-chose à rajouter à ce qu'a dit Jérémy et ce que tu as dit aussi. Il y avait un superbe effectif, on l'avait dit. Sur le papier, je ne pariais pas sur Jay Hindley, je voyais plus un Kelderman, mais ouais, ils ont tous travaillé de la bonne manière. C'est vrai que c'est quand même une équipe qui est en train d'avoir un collectif qui est vraiment solide. On a le retour de Kemna, hein, qui était aux abonnés absents l'année dernière. C'est le retour de nulle part. Pour Kemna et Hindley, vraiment, c'est. Et puis, même Bourman. Jay Hindley. Bourman est compliqué. Et puis on va voir ce que va donner Vlasov aussi sur le Tour de France. Son début de saison aussi, il est solide, alors que l'année dernière, il était quand même relativement décevant. Ça a l'air de bien marcher à la Bora. Et ça fait 3 sur les World Tour, sur les courses par étapes. Parce qu'Higuita en a gagné une, Vlasov en a gagné une. Et là, vraiment, ils ont fait un recrutement vraiment très costaud. À l'intersaison, on l'avait dit, très jeune. Et du coup, des fois, on se posait la question sur Hindley. On va pas se mentir. Bon, là, il a fait taire tout le monde. C'est vrai qu'il a une année 2021 compliquée, des chutes, des blessures, des maladies. Et finalement, voilà, il a confirmé cette 2e place en 2020. Jay Hindley, 26 ans, il aura le temps peut-être d'en gagner d'autres, des grands tours, pourquoi pas. On le voit à quel niveau maintenant. Il est imprévisible ce garçon. Ouais, c'est clair. Moi, à la fin du Giro 2020, je me rappelle assez bien des débats qu'on avait. Certains autour de la table me disaient ce Giro, il vaut rien. C'est en termes de favoris, c'est le désert. Ouais, c'est et on les reverra pas. Des absents, quoi. C'est la victoire des absents. Et dans les premiers des mois qui ont suivi, moi, j'étais pas d'accord avec vous en vous rappelant quand même qu'au départ, il y avait toute une flopée de favoris qui ont disparu pour des raisons différentes. Puis qu'à la fin, il y avait quand même encore du Nibali, du Fuglsang, du Kelderman, etc. Et puis les mois passant, j'ai dû me rendre à l'évidence que ce Jay Hindley, finalement, tout comme Tao Gegenhardt, on ne le voyait plus. Il était plus crédible, il était même plus surligné avant les courses par étapes d'une semaine et encore moins de 3 semaines, ne serait-ce qu'en tant qu'outsider. Donc là, il a surpris tout le monde. Moi, le premier, je m'étais finalement rangé du côté de ceux qui l'avaient enterré. Et là, il revient. Donc forcément, on en attend quoi ? On en attend des confirmations. Mais quand ? Où ? Comment ? Est-ce qu'il va encore s'arrêter de performer 1 an avant de revenir ? Je ne sais pas. Ouais, on a dit ça aussi parce qu'Hindley était dans la même équipe que Bardet l'année dernière. Alors on ne voulait pas qu'il performe pour faire de l'ombre à notre Français. Il n'a pas fait d'ombre l'année dernière. Oui, il n'a pas fait grand-chose, en effet. Juste derrière ce trio dont on a parlé, Hindley, Carapace et Landa, on avait aussi un Italien qui va prendre sa retraite à la fin de saison, Vincenzo Nibali. On a aussi les derniers tours de roue de Richie Porte en Italie qui a abandonné malheureusement. Alejandro Valverde aussi était là. Bon, certes, il n'est pas rentré dans les 10, mais c'était quand même encore une fois le meilleur de la Movistar. Voilà. Je voulais juste dire un petit mot sur les 3. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter sur le trio, sur le Pozzo trio des Vivo vieux. aussi. Et Pozzo Vivo, bien sûr. Étonné. Et Pozzo Vivo, on rappelle qu'il avait été grièvement blessé, qu'ensuite il avait eu du mal à retrouver un contrat, qu'Intermarché lui a fait confiance. Et là, il rentre dans le top 10. Alors Intermarché place aussi Yann Hirt et prend 2 étapes. Donc chapeau à tous ces coureurs-là. Et puis Nibali, honnêtement, qui l'imaginait 4e avant ce Giro ?
Surtout dès l'Etna. Pas grand monde, hein. Il lâche la majeure lâche. partie quasiment de son retard sur l'Etna, en fait. Oui. Quasiment. Après, le reste, il est avec les meilleurs, ou Et presque. Nibali, ces points-là, ils vont faire énormément de bien à Astana pour le maintien parce que ça commençait à chauffer. Ils avaient pris très peu de points. Donc là, j'ai pas en tête, mais je crois qu'il prend aux alentours de 400-500 points. Ça va donner beaucoup d'air. Vraiment. Ouais. Un petit mot sur les vieux, les papis qui font de la résistance sur ce Giro. Rémi. Nibali, moi je pensais qu'il partait pour un tour d'honneur dans son pays. Surtout avec Miguel Angel Lopez au sein de son équipe. Bon, Puis, en plus, ouais, comme tu dis, il lâche sur l'Etna. C'était pas le versant le plus dur de l'Etna, donc on s'est dit bon voilà, ça va faire 15e au mieux. Et Puis, ça en a même fait, pas il s'est- bataillé en plus sur l'Etna. Oui. Il se fait lâcher au train. Oui, c'est ça. Et puis, il est peut-être monté en puissance. Hein, c'est aussi l'expérience. Il connaît son corps. Évidemment, il y a eu des abandons devant, mais impressionnant. Valverde, on l'a vu offensif une fois. Ça a pas matché, mais il y avait le grand Yann Hirt qui était trop fort ce jour-là. Et voilà, non, ça fait plaisir de voir qu'ils étaient quand même pas si loin. Encore plus Nibali. Oui, on va continuer sur la Wanty, qui a donc fait un magnifique Giro avec, on en a vu partout de cette équipe, avec la victoire de Girmay. D'ailleurs, après le bouchon dans l'œil de William Girmay, est-ce que tu as vu, Jérémy, sur le podium, qu'ils avaient enlevé les bouchons avant d'arriver, donc du coup, tu as juste à secouer Mais la déjà, bouteille de Van champagne. Der Poel avait eu très très chaud sur la première étape ou la deuxième étape, je Ouais. sais plus, sur le podium. Donc effectivement, ils ont réagi avec un temps de retard, mais Intermarché, pour moi, ils sont sur la lignée de leur début de saison. Il faut se rappeler qu'ils font 4 et 6 Ah, de mais c'est Paris-Roubaix, qui gagnent Gand ou Evelgame. Ils ont éclaboussé de leur talent la campagne de classique. Et là, ça y est, on parle même plus de maintien. Il y a des équipes en danger. Il y a EF, il y a Bike Exchange, il y a la Lotto, évidemment. Eux, c'est terminé. Maintenant, c'est quasiment sûr qu'ils seront au World Tour l'année prochaine. Avec tout ce qu'ils gagnent, c'est vrai, en effet, je vois pas comment ils pourraient descendre, ou alors il faut vraiment faire aucun Ils ont- top 10 jusqu'à la fin de Je l'année. crois qu'ils ont plus de 2000 points Ouais, d'avance. c'est- Donc, c'est quasiment impossible de revenir. Bon, alors tu étais dans tes 3 points, Rémi. Oui. Tu as été impressionné par cette équipe belge qui a des moyens bien inférieurs à beaucoup d'équipes World Tour. Et finalement, avec des coureurs comme Yann Hirt qui s'est illustré, Pozzo Vivo le revenant, on a eu donc Girmay. On a vu vraiment des coureurs, j'ai envie de dire bleu, blanc et jaune fluo. C'est ça un peu les Ils ça. couleurs. sont Diego illustré, c'est ça? Ok. Alors, je m'attendais Parce qu'il pas a- du tout. Non, mais On parce peut qu'il a pas un petit peu mangé le illustré. on peut Et j'ai pas. vu Rémi qui faisait la tête. Je me suis dit, est-ce qu'il va rebondir? Et finalement, il est passé à autre chose. Mais Non, j'ai j'ai préféré zapper cette potentielle blague. S'il avait été à Intermarché, ça aurait été une des blagues de légende. C'est dommage qu'ils soient encore à eux. Bref, Rémi, on était sur Non, mais Intermarché. déjà l'année dernière, ils avaient fait un très très bon Giro. Il y avait eu le numéro de Taco Van Der Horn. Oui, Il y avait bien eu sûr. Rein Taramae qui s'était. Pour qui leur s'était premier illustré. Giro en plus. Si je C'était me leur souviens. premier Ouais. Giro. Et c'est vrai qu'ils font. Alors, cette année, on sent que c'est quand même un peu plus. Je vais pas dire qu'ils couraient un peu en amateur l'année dernière, mais c'était vraiment l'équipe qui découvrait la course et qui allait dans toutes les échappées et qui jouait son va-tout chaque jour un petit peu, avec quand même des bons coureurs. Un Rein Taramae, par exemple. Et là, cette année, on sent qu'ils ont passé un cap, que ça devient une équipe qui se structure bien. Ils recrutent intelligemment. Ils ont encore Christophe qui a gagné sur le Tour de Norvège là, cette semaine. Ouais, non, mais c'est. Voilà, et alors ils prennent des mecs qui sont en fin de On fin a de l'impression carrière que ou des très au jeunes. niveau du recrutement ou de l'équipe, on se Mais- dit mais qu'est-ce que ça fait en World Tour. Mais C'est ça. alors, franchement, ils nous ont bien fait mentir. Voilà, c'est ça. C'est intelligent et ils prennent des mecs qui sont pas connus ou alors ils sont en fin de carrière comme un Christophe ou un Pozzo. Mais ça marche. Et je sais pas comment est l'ambiance dedans au sein de l'équipe. Je sais pas quelles sont les consignes, mais il y a un truc qui se crée. Ça marche bien. Et puis bon, avec un Girmay, alors on verra combien de temps il le garde, mais t'as zéro limite actuellement. Donc et puis c'est toujours pareil, le succès amène le succès, ou en tout cas les bons résultats amènent les bons résultats. Ils sont arrivés sans pression. Girmay, il est arrivé avec Gand-Wevelgem. Voilà, il a gagné son étape assez vite. Après, le tour, il se passe bien de toute façon. Donc voilà, elle a pas de pression, cette équipe. Et elle fait son taf comme il faut. Et moi, je suis vraiment impressionné par leur saison 2022. Précision quand même, Ouais. Taramae, c'était la Vuelta l'année dernière où il gagne une étape et il porte le maillot rouge. Je viens de regarder ce qu'il avait fait sur le Giro. Il y avait pas... Mais en C'était tout, pas- cas, Ah oui, c'est. en tout cas, Autant pour moi, ils autant avaient pour gagné moi. avec Taco et derrière sur la Vuelta, ils avaient porté le maillot Ouais. rouge avec 2 coureurs différents. Ils avaient vraiment pesé sur le début de Ouais, course. ça gagne un petit peu partout. Dommage qu'on n'ait pas eu Yerman jusqu'au bout parce que je pense qu'il aurait pu déjà
pourquoi pas essayer de remporter une deuxième étape, mais surtout embêter Arnaud Démare dans la course au maillot Ah bah cyclamen. c'est sûr. Parce qu'il était pas très loin, je crois qu'il était à 8 points avant d'abandonner. Et puis, il un faisait petit truc les comme ça. sprints, pour le Ouais. coup, c'était le seul qui était véritablement intéressé. Parce que bon, Cavendish, il les a fait un petit peu. Ouais, Van ouais, Der c'est Poel, clair. on l'a pas vu. Il y avait vraiment une bataille qui s'était mise en place et il y aurait pu avoir effectivement contestation de ce maillot. Mais les absents ont toujours tort. Tout à fait. En parlant d'absents, lui, il a été là, Mathieu Van Der Poel, de la première jusqu'à la dernière étape. Bon, on l'a vu tous les jours, on va pas se mentir. Mathieu Van Der Poel. Alors, normalement, il devait avoir Anthony Nicolas, donc je me suis dit, on va aborder ce point avec lui, mais finalement, on est entre nous, donc on va en parler de Mathieu Van Der Poel, qui a bien sûr réalisé ses 2 objectifs, 3 objectifs, victoire d'étape, maillot rose, et finir un grand tour. Voilà, ça c'est fait. Parfait. Mais après, entre tout ça, feu d'artifice, festival, mais de tout et de n'importe quoi pour Mathieu Van Der Poel, on est d'accord? Exactement, j'ai rien d'autre à rajouter. Il y a eu des étapes où il m'a fait vibrer, il y a eu des étapes où il m'a Rendu fou. frustré, où il m'a rendu complètement fou, où il faisait n'importe quoi. Mention particulière sur l'étape remportée par Oldani, son coéquipier, où ils sont 3 Alpecin, je crois, parce qu'il y a Riesebeek aussi dans l'échappée. Oldani sort avec Lorenzo Rota et Lemrez, et Van Der Poel, qui est dans le contre, s'impatiente, commence à tenter de ressortir, et là on se dit mais pourquoi il fait ça? Et puis en fait tu vois qu'il débranche le cerveau. Il y a aussi l'étape que gagne Bidiam Guilhermet où on sait que ça va se jouer entre lui et Van Der Poel, que Guilhermet a encore des coéquipiers, mais il tente quand même d'accélérer, il tente quand même de faire la différence, d'essayer de sortir tout seul, puis finalement il lui manque une cartouche sur le sprint, et là on se dit mais c'est pas vrai, il court comme un cadet, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et puis en fait quand tu regardes tout ce qui s'est passé sur ce Giro, il était venu pour gagner son étape et porter le maillot rose, objectif atteint dès le premier jour, Ouais, donc tranquille. derrière c'était que du plaisir. Puis il est encore 3 du dernier chrono, il était pas bien loin de gagner une étape de montagne, celle de Buitrago, où finalement il craque dans la dernière côte, mais il a fait des grands progrès. Je crois que globalement ce Giro de Van Der Poel, malgré les erreurs, malgré les errements tactiques, il reste très bon. Mais on a l'impression qu'il était ensuite en sortie d'entraînement. Allez, je me teste. Je vais attaquer quand il y a des grandes étapes de montagne parce que j'ai des limites dans ce secteur-là. Mais je vais quand même aller à l'avant pour essayer de faire quelque chose. Alors qu'on savait très bien qu'il y avait des bons grimpeurs qui allaient craquer à un moment. mais il était là tout Mais le c'est temps. pas grave, tu finis en ouais. wheeling, tu tapes dans la main des Mais c'est clair, spectateurs, c'était tu incroyable. manges des pizzas aux ananas. Tu es de Mollema à interdit monter. normalement. Tu es de Surtout en Mollema à Italie. monter dans une ascension parce qu'il a plus de dérailleurs. Il a tout fait, Mathieu. Alors Van il Der Poel. faudrait qu'on ait, petite parenthèse, il faudrait un jour qu'on arrive à mettre la main sur Pascal Encorn en tant Ah, qu'invité. bien Aujourd'hui sûr. on aura un de ses coéquipiers parce que paraît-il qu'il parle français, mais surtout il a fait tout le Giro avec Van Der Poel. Alors quand les deux étaient dans le gros péto, ça tchatchait, on était à 5 km des sprints massifs, mais c'était quand même dans les 10 dernières positions du peloton à se mettre des grandes tapes. C'est eux qui ont poussé Mollema, ils se sont retrouvés souvent dans les échappées ensemble, donc je pense qu'il aurait beaucoup à raconter. C'est plus compliqué d'avoir Van Der Poel, mais si on pouvait avoir Encorn, à mon avis il y a quelques petites histoires croustillantes. Van Der Poel qui a fait des wheelings dans les montées, mais Oui. aussi à Vérone, dans l'arène, en partout, arrivant et tout, partout, pour oui, régaler le public présent pour le final de ce Giro. C'est Ouais. bien un cycliste qui a pas de pression. Ah bah ça, la pression, ça Ah fait ouais. longtemps. En plus, il y a Ouais. son équipe qui marchait autour, Dries de Born, Toldani, donc ça fait 3 victoires Lui, au total. Il autant y a dire que sur l'Amstel qu'il a de la pression, de toute façon. Sur Van Der T'es en Poel, forme. juste rapidement, Ouais. je rappelle que, et pour une fois, il y en a un qui a eu du flair autour de cette table, que j'avais annoncé le maillot rose à la première étape, et qu'il y a un certain absent, tu l'as dit, hein, qui doutait de ça parce que soi-disant le maillot rose, ça l'intéressait pas. Oui. Hein, On va quand même pas de- revenir sur chaque saucisse sortie par Anthony Nicolas, parce parce que que sinon on va sinon, faire mais 2 heures on y d'émission. passe. Je sais bien, mais bon, pour une fois que j'ai eu du flair. Par contre, il y en a j'essaie un d'en qui avait mis profiter. démarre maillot cyclamen, j'ai vu dans le drive, je sais pas qui, mais. Oui, bah moi non plus. Je l'ai noté, Moi mais non je sais plus, plus qui a moi mis non plus. ça. Moi, c'était Attention Caleb que ce Ewan, soit pas Anthony, parce que ça va nous revenir comme un boomerang. Fais attention parce que même lui il va bluffer en disant mais c'est moi. On le connaît, t'inquiète pas. Rapidement, on a fait pas mal ceux qui ont été forts, mais on peut donner quelques déceptions de ce Giro, pourquoi pas. Je suis en train de regarder un petit peu la start list en même temps pour essayer de me rappeler. Tom Dumoulin, évidemment, qui a eu des problèmes de dos, ou Tobias Foss, la Jumbo-Visma qui n'a pas visé le général. Caleb Ewan, bien sûr, qui a chuté dès le premier jour, quelques difficultés. Je sais pas trop, qu'est-ce que vous avez noté, des trucs qui vous ont déplu et tout. On a encore quelques Déceptions minutes, ouais, des petites Bah, déceptions. Simon Yates, même s'il y a 2 Ouais. étapes, il était pas venu pour ça. Ouais, c'est vrai. Après, tous ceux qui sont tombés ou qui ont été malades, qui ont abandonné, on peut pas les catégoriser comme déception, que ce soit Lopez Ah ou ouais, Bardet. je suis d'accord. Bardet, c'est même l'inverse, il nous a rassurés. Il y en a quand même qui sont passés à côté, hein. Vraiment pour le coup, les Dumoulin, Tobias Foss, catastrophique. Mm.
Israël première tech, je savais même pas qu'ils étaient sur le Giro. Ouais, il y a des maillots qu'on Il ne n'a le savait pas pas non plus, non AG2R Il s'est savait pas planté. non plus. Ouais. AG2R aussi, mis à part Vendrame, Prodhomme. Vendrame qui a pas eu de chance sur ce virage. Hein. Pour moi, c'est Qu'est-ce pas de qu'il la fait là chance. Hein. C'est pas, un mauvais c'est pas placement. que de la chance, ouais, c'est un mauvais placement. Ouais, c'est il a vrai. peut-être pas bien lu le roadbook. Non, oui, des déceptions, on peut en trouver. De toute un façon. peu Cavendish aussi, parce que Oui. bon, une fois qu'il n'y avait plus Morkov, Gaviria qui a pas Ouais. réussi à en Gaviria, mettre une, Gaviria en qui était claquait, rapide, Gaviria pourtant. ouais, mais après ça a été plutôt. C'est vrai qu'il n'y a pas tant de. Moi, ouais, un petit point aussi, David Gaburo, hein, très fort sur Bardiani. Drone Hopper, félicitations pour Ouais. la première semaine, incroyable, hein, Ah partout ouais. festival. Bah, après il n'y avait plus personne. Et puis Holo Cometa, mais ils ont bouffé quoi? Contador, il leur donne plus à manger ou c'est Ouais, quoi? les Holo, on les a. Alors, Holo. Rosa a porté un Ouais. peu le maillot bleu, C'est vrai. consolation, et puis je crois que Fortunato fait top 15. Oui, il est dans le top 15. Bah, je crois, si, au déception, niveau de peut-être. Guillaume Martin. je Ouais, crois. déception de Martin, forcément. Voilà. Oui, Guillaume Évidemment, Martin, la 14e, Cofidis, mais déception. ça, on aura le temps d'y revenir tout à l'heure. Ouais, ouais. Juste après quoi, on va passer à la rubrique hein, que tout le monde attend évidemment, parce qu'on a des choses à dire. Après, on parlera de nos Frenchies sur ce Tour d'Italie. On fait une première pause avec On n'attaque pas. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Alors, ma première proposition du jour. Ouh là là, vous allez l'adorer. Paco Mancebo, vous vous rappelez de ce coureur deuxième de la dernière étape de l'excellent Tour de Kumano au Japon, 10e du classement général à 46 ans. Il est encore très très bon, Paco Mancebo. Est-ce qu'il ne faudrait pas l'inviter sur Paris-Chauny pour qu'il puisse s'illustrer en France, Jérémy? Ah, je pensais que tu voulais l'inviter au podcast. Bah, est-ce qu'on Bah, maîtrise on fait bien les deux. l'espagnol? Les deux. Anthony Nicolas. Alors, il doit bien pouvoir maîtriser faire. peut-être pas, je pense Oui, qu'on mais on peut est s'en capable, sortir. c'est vrai, je suis d'accord. Après, On a eu les talents de Johan Oui. en espagnol. On a vu On a entendu. que grâce au J'ai stage fait de la beaucoup de progrès. EF. J'ai fait beaucoup de progrès grâce à ces stages. Non, mais si on invite Mancebo, faut inviter aussi Rebellin et Sevilla pour avoir une vraie. Alors là, Enfin, le mon rêve. plateau qui aura Ah, vraiment, 163 ans. mon quoi. rêve. On a les trois en même temps, mais je pense qu'on peut arrêter. Ah, et en ça plus, un derrière. italien facile pour moi. Hein. Oh là là, franchement, Ah, je suis en toi très aussi t'as grande pris forme. des. Ah, le Giro, il m'a reboosté là. Tu veux pas relancer Petaki du coup, vu que ça va en italien? On embrasse Petaki, bien sûr, qui fête son anniversaire tous les week-ends. Non, c'était l'anniversaire de sa femme l'année dernière. Ah oui. C'est pour ça qu'il nous a fait faux bon. Oui, c'est vrai. Là, on l'a pas relancé hein, pour le Giro cette année, on a laissé tranquille Petaki. Oui, bah écoute. Parce que. C'était pas le bon moment. Non, mais par contre, Oscar Sevilla, Paco Mancebo et David De Rebellin, en vrai, je vais le faire. Je vais envoyer un petit mail à son équipe Matrix Power Tag, si je me souviens. Alors j'ai un message de Gilou, il dit je suis man, je viens ou pas. Donc je pense que l'apéro Oh là 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 n'est là, pas ça a été fini très hein, en difficile. Belgique. On attend s'il se connecte ou pas. Non, Et on l'attend, Oui, il vient tout à quand fait. il veut, il est le bienvenu. Hein. C'était pour dire ça nous manque un petit peu les saucisses d'Anthony Nicolas, donc on Ouais, aura quand enfin même là, les frites avec les saucisses. pour J'arrive la pas à Belgique. déchiffrer là un message de 2 lignes, c'est compliqué. En parlant de complications, tiens, Pierre Rolland, 11e de l'Alpe Isère Tour, 10e de l'étape Rennes, c'était un petit peu de montagne, c'est une 2.2, on le rappelle, l'Alpe Isère Tour à 35 ans. Est-ce c'est la fin pour Pierre Rolland? Est-ce qu'on le reverra au plus haut niveau ou pas, Jérémy? Bah, au plus haut niveau, non, mais c'est Attends. pas la fin. C'est pas la fin. Jusqu'à- Sur le au tour, plus il haut sera là, niveau. déjà. Est-ce qu'il serait Ouais, on capable n'est de jamais à lutter l'abri, on n'est Et jamais à c'est pour l'abri ça que qu'il je en demande, claque on une. sait jamais, c'est pas une critique. Ne c'est jamais une demande, on sait enterrer les jamais. champions, jamais. Ah. On l'a vu avec Jay Hindley. Ah oui, Pierre, Roland Ouais, pour toi, j'ai Rémi. du mal à y croire, ça me paraît compliqué. Après, oui, je vais pas dire non catégorique, mais je suis pas convaincu. Bon, il y a quelqu'un qui flambe en ce moment, c'est Remco Evenepoel sur le Tour de Norvège, le général, 3 victoires d'étape. Il a même gagné un sprint, j'ai vu, c'est incroyable. Mais bon, c'était un petit comité, hein, mais quand même, ça veut dire que le monstre est de retour, Jérémy. Non, moi je suis pas d'accord parce que quand on compare avec le palmarès de Cipollini, il a gagné 50 étapes sur les grands tours, Petaki en a gagné 40, et puis moi, Remco Evenepoel, je l'ai pas vu sur Kurn-Bruxelles-Kurd, je l'ai pas vu sur Paris-Roubaix, donc Non, Dédicace à mon évidemment. ami Cyril Guimard, Oui, qu'on embrasse. qu'on embrasse. Non, blague mise à part, Remco se prépare tranquillement pour la suite de sa saison, qui est déjà réussi avec Liège-Bastogne-Liège. On l'attend de pied ferme sur la Vuelta pour voir enfin ce qu'il a dans le ventre sur 3 semaines. Et surtout qu'on a vu une statistique, je ne sais pas si vous avez regardé sur Twitter avec les performances de Tadej Pogacar sur les montées. Et on a vu le petit point bleu de Remco Evenepoel en disant il est parfait et tout, il est bien. Donc on va peut-être le revoir à ce niveau-là. Bon, est-ce que c'est retour du monstre, Rémi, quand même? Tiens, on attend ta réponse. Monstre de Norvège, oui, mais on verra sur un tour un peu plus compliqué avec une concurrence plus développée. On le verra sur la Vuelta. Puisque Normalement. c'est Logiquement. seul grand tour cette année. On entend là, ça doit être la douce attention, musique Et on de parle de Gilles. Remco Evenepoel. Tadam.
Non, mais attends, on va le muter pour l'instant parce que sinon il va dire mute-le. n'importe quoi. On va finir ça, on va le ramener juste après. On attaque pas. Est-ce que j'avais un dernier. Non, j'en ai 2 autres pour vous. Oula. 3 sur 3 pour Lorena Vibus Ouais. sur la Ride London Classic. Il n'y a pas de débat, c'est bien la meilleure sprinteuse du monde. Oui, Intouchable. oui. Voilà, c'est Oui, tout. non, pas de débat. Merci. D'ailleurs, un petit coucou à sa coéquipière Juliette Labousse qui a remporté sa première course World Tour il n'y a pas très longtemps. On a essayé de l'inviter, elle était un petit peu occupée, mais elle reviendra très vite dans sa déraille parce qu'on l'a déjà invitée plusieurs fois et là, c'est peut-être un petit peu l'occasion pour Juliette Labousse. Allez, dernier truc, Peter Sagan qui fait une compétition de gravel aux States avant de revenir à la compétition sur route en France. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas, Jérémy ? C'était l'idée de base de toute façon, hein. Quand il a signé chez Total, on le savait qu'il y avait cette possibilité d'aller faire des courses de gravel, de sortir du schéma traditionnel avec que de la route. Si ça peut lui redonner le sourire, un peu de conditions physiques et de l'espoir pour le futur sur route, pourquoi pas. C'est vrai qu'on a perdu depuis longtemps le grand Sagan. Why not, je serais tenté de te dire. Je suis pas opposé à l'idée. Ça se tente, c'est normal. De toute façon, si tu refuses, tu vas le frustrer et déjà que tu as l'impression qu'il en a plus grand chose à faire de la course. C'est ça qui pas le meilleur m'inquiète moyen. un petit peu. Je Il sais pas si s'évade, c'est ça. il- Non, mais je sais pas si J'ai un on petit peut peu dire peur. ça ou si c'est simplement qu'il a connu des pépins physiques qui mettent plus de temps à se résorber. Laissons-lui du temps. Pareil, Peter Sagan, c'est un immense champion. Ah, On mais a ça- déjà vu des comebacks. On a déjà vu un coureur comme Philippe Gilbert claquer des courses à plus de 35 ans alors qu'il était sur les Ardennaises, il est passé sur les Flandriennes. Jamais dire jamais. Le vélo, vraiment, c'est un sport qui te ramène à l'humilité de dire on ne peut jamais anticiper le futur et on a encore eu l'exemple sur ce Giro. Ouais, avec Peter Sagan, pourquoi pas le retour. Pierre Roland, on n'a pas non plus enterré. Ça veut pas le dire qu'ils vont papy revenir, de qu'ils vont tout Biagiotti. claquer. Je Oui. dis pas ça. Je dis juste ne jamais dire jamais parce que ce sport est tellement surprenant, il est tellement exigeant que parfois, quand tu gagnes trop, tu as moins de motivation. Tu vas moins chercher l'effort extrême qui va te permettre de gagner les Ouais, petits c'est quelques pourcentages pourcentages, qui vont te faire sortir de la masse. Mais un coureur comme Peter Sagan, moi je suis persuadé qu'il en a encore une grande sous la pédale. Ça sera peut-être pas cette année, ça sera peut-être pas l'année prochaine, ça sera peut-être pas un monument, mais je veux pas l'enterrer. Ouais, très bien. On va passer à notre invité du jour, hein, puisqu'on a le plaisir d'avoir une personne qu'on attendait depuis un petit moment, parce qu'on voulait la voir depuis qu'il a signé chez la Jumbo Visma. C'est Christophe Laporte, c'est notre invité tout de suite. 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. Très très heureux d'avoir cet invité que l'on veut depuis le début de l'année. Christophe Laporte, nouveau coureur de la Jumbo Visma, est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. Ça fait quoi de changer de dimension, Christophe? Maintenant qu'on a ce maillot jaune et noir, c'est comment maintenant après 5 mois, t'as eu le temps de t'acclimater quand même. Oui, je suis bien acclimaté maintenant. Ça fait, comme je l'ai dit, ça fait 5 mois, donc non, ça fait plaisir. Hein. J'ai fait un choix, c'est pas un choix facile, de changer d'équipe et de sortir un peu de ma zone de confort. Mais voilà, je pense que c'est un bon choix. Et je suis heureux de mon choix, je me sens bien dans cette équipe. Oui, d'ailleurs, une acclimatation qui a été plutôt rapide. Hein. On l'a vu dès Paris-Nice, justement. Paris-Nice avec cette belle victoire en World Tour, celle que tu attendais depuis un petit moment. Tu as réussi dès tes premiers jours de course avec la Jumbo. Oui, c'est sûr, ça s'est rapidement bien passé. Déjà, sur ma première course à Kurn, j'avais fait une bonne course, j'étais content. On venait de passer 3 semaines en altitude à TID, à Tenerife. Donc, oui, c'est sûr que c'est toujours plaisant quand ça commence comme ça, dans une bonne dynamique. Par rapport à ce Paris-Nice, je pense que Jérémy Sakian, qui est avec moi, avait une question à te poser par rapport à ça. Oui, effectivement, j'ai une question. On a tous été très heureux de voir Christophe gagner. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça s'est décidé dans le final de figer les positions, en sachant que Roglic, lui, aurait pu être intéressé par les bonifications. Qui a pris l'initiative? Est-ce que c'est venu de la voiture du directeur sportif ou est-ce que c'est Primoz et Wout qui ont discuté entre eux pour te laisser gagner? On n'a pas eu beaucoup de temps pour discuter, parce qu'on était un peu tous à bloc, mais j'avais plus mon oreillette, moi j'ai pas entendu, mais je pense qu'à l'oreillette ils en ont parlé et Walt m'a dit que c'était pour moi aujourd'hui, à 1 kilomètre de l'arrivée, donc voilà, je pense que ça s'est fait un peu naturellement, étant donné que c'est moi qui avais attaqué, qui ai fait un peu la décision. J'étais avec 2 leaders d'équipe pour qui je vais rouler quand même
les 3/4 du temps dans l'année, donc je pense que c'était un peu un cadeau avant l'heure, quoi. Et ensuite, Christophe, tu as continué de performer sur les campagnes, la campagne de classique avec une deuxième place sur le Grand Prix E3, une deuxième place sur Gand-Wevelgem. On a aussi un top 10 sur le Tour des Flandres. Tu as été encore une fois très performant. Et après le recul, parce que tu as aussi abandonné sur Paris-Roubaix, c'est comment tu la sens comment? Enfin, c'est quoi ton sentiment après cette campagne? Non, je suis très content de ma campagne des classiques. Je suis juste un peu déçu pour Paris-Roubaix. J'ai eu vraiment beaucoup de malchance, mais voilà, Tour des Flandres, je suis tombé également à un moment un peu un mauvais moment, donc j'ai dû chasser un bon moment. J'étais content de faire cette nouvelle place après la course que j'avais faite. Mais sinon, voilà, que ce soit Kuurne-Bruxelles-Kuurne, le Grand Prix E3 où on arrive à 2 avec Wout, c'est quand même des moments assez exceptionnels, donc je suis satisfait de ma campagne des classiques. Je suis un peu déçu pour Gand-Wevelgem, bien sûr j'aurais voulu gagner, mais voilà, il manque la petite victoire en plus, mais ça aurait pu être sur Gand-Wevelgem, mais ça l'a pas fait, donc voilà. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait. Et il y a eu aussi dans ce Paris-Roubaix cette roue qui se plie en deux sur les pavés. Ça a été plutôt impressionnant. Tu te l'expliques maintenant que tu as pu faire un petit tour avec les mécanos? Ouais, non, c'est pas spécialement étonnant. J'ai crevé directement à l'entrée du secteur et j'ai fait tout le secteur avec un roue à plat parce que j'ai demandé une roue, mais le peloton venait d'exploser un petit peu, donc les voitures étaient loin derrière. Et quand j'ai demandé une roue à Lauriette, il m'a dit qu'il fallait que j'aille à la sortie du secteur parce qu'il était trop loin pour me donner une roue. Donc j'ai dû faire tout le secteur à plat et je pense que la roue n'a pas trop apprécié. Et je pense que c'est un peu normal. Enfin, c'est normal. Je dis pas que c'est normal qu'elle casse, mais voilà, c'est des gros impacts pour une roue avec la vitesse. Donc, c'était pas non plus une grande surprise. Elle n'a pas explosé d'un coup comme ça, sans rien. Christophe, qu'est-ce que ça fait de passer du statut de leader dans l'équipe Cofidis sur les classiques à un statut où tu es amené à côtoyer des coureurs stars comme Wout van Aert, comme Primož Roglič? Qu'est-ce que ça change dans la préparation au quotidien pour toi? Dans la préparation, ça change pas grand-chose, on va dire. Et c'est sûr, j'avais un peu plus de pression chez Cofidis parce que voilà, il fallait que j'aille chercher le résultat pour l'équipe. Ici, je sais que voilà, si je suis un peu moins bien, il y a du monde qui va faire un résultat avec des coureurs comme moi, comme Primož. Après, on parle de deux catégories de courses dissociées. Quand je suis sur un Paris-Nice, je dois rouler pour Wout van Aert. Pour Wout, c'est sûr que c'est une position que j'étais pas dans cette position avant, je pouvais faire mes sprints. Mais quand c'est pour Primož, voilà, c'est sûr que c'est pour un classement général, donc j'ai toujours aimé faire ça, rouler pour un coureur qui passe classement général. Après, il faut savoir que sur les classiques, l'équipe est vraiment ouverte sur ce point-là, sur le leadership. C'est sûr, le leader sur le papier, c'est Wout, mais il me laisse beaucoup d'opportunités de faire la course et ça sert à Wout et à moi aussi, donc c'est un des courses ouvertes et c'est aussi pour ça que j'ai signé un deal comme ça. Je savais que j'allais pas être tout le temps à 100% pour un leader. J'ai besoin aussi de jouer un peu ma carte de temps en temps, donc voilà, ça faisait partie des discussions avant que j'intègre cette équipe. Et ça fait quoi de rouler avec ces stars? C'est impressionnant, ça donne envie de progresser? Oui, forcément, ça pousse vers l'avant parce que voilà, déjà on s'entraîne beaucoup ensemble et les charges d'entraînement sont un peu différentes de ce que j'ai connu chez Cofidis. Étant donné qu'on fait des stages beaucoup plus longs, chez Cofidis, j'ai fait des stages d'une semaine, et là, maintenant, on fait des stages de 3 semaines. Là, on est en Sierra Nevada depuis 15 jours et on reste encore une semaine, donc c'est sûr, on accumule des gros entraînements et en course, ça, déjà quand on a un maillot comme le maillot de Jumbo-Visma, on est un peu plus respecté dans le peloton. Et les autres équipes regardent un peu plus ce qu'on va faire, donc on a un peu plus le choix qu'est-ce qui va se passer dans la course, si on bouge ou si on fait quelque chose, tout le monde va vouloir suivre aussi, donc c'est vraiment un statut différent.
Tu parles de respect dans le peloton avec ce maillot de la Jumbo-Visma. Tu as performé directement avec ce maillot jaune et noir, avec cette victoire en World Tour et tout. On a l'impression que tu as passé un cap dans cette équipe. Pourquoi tu réussis mieux dans une équipe étrangère plutôt que dans une équipe française ? Je pense déjà ils mettent plus de moyens pour la performance. Après, on peut pas comparer Jumbo-Visma et Cofidis, c'est quand même deux équipes avec un budget totalement différent et tout ça. Donc il y a des choses qu'on peut pas comparer. On peut pas critiquer Cofidis pour ces points-là. Mais voilà, il y a beaucoup plus d'ampleur et de budget pour le côté performance, le matériel, la préparation. Voilà, je suis à mon deuxième stage en altitude de 3 semaines, ce que j'avais jamais fait auparavant. Donc forcément, c'est un plus pour la performance. Et l'équipe aussi, l'ensemble de l'équipe, voilà, quand on regarde l'homogénéité de l'équipe, on a une équipe vraiment très forte. Donc on a toujours des coureurs à l'avant, on est toujours bien placé. Donc c'est sûr que ça aide vachement. Quand on regarde le classement UCI là, sur les 3 dernières années, on s'aperçoit que les équipes françaises, elles sont assez loin des premiers rôles. Qu'est-ce qui manque, d'après toi, à ces équipes-là pour étoffer leur statut et pour revenir dans les premières positions ? Tu parles des questions de budget, des questions de stage. Est-ce que toi, tu as éventuellement des suggestions à faire pour faire progresser le cyclisme et la formation française ? Bon, c'est dur comme question. Mais c'est sûr que déjà, premièrement, je pense que voilà, on parlait de budget, je pense qu'il y a pas une équipe française les équipes françaises font pas partie des équipes avec le plus gros budget, à mon avis. Je suis pas un spécialiste dans ce niveau-là, mais voilà. Et après, je sais pas, c'est difficile à dire, mais je pense qu'on voit cette année que les équipes françaises se débrouillent très bien et on a vu Cofidis, Arkea qui ont vraiment beaucoup de points cette année aussi, donc je pense que les équipes françaises n'ont pas spécialement à rougir. Mais voilà, je pense que le budget est aussi important. Christophe, il y a des petits points dont tu parlais dans la Jumbo-Visma, dans la préparation et tout, qui sont sans doute faisables dans les équipes françaises que tu ne faisais pas avant. Pourquoi vous ne le faisiez pas du coup ? Je pense qu'en France, on a plus la culture de courir beaucoup. Parce que aussi déjà, ça nous l'impose, parce qu'on est une équipe française, donc on doit participer à toutes les courses françaises. Et je pense que j'ai jamais eu aussi peu de jours de course à cette période-là, mais j'ai beaucoup plus de jours de stage. Donc ça, c'est voilà les deux choses vraiment qui diffèrent entre mes années chez Cofidis et ici. Je sais que déjà chez Cofidis, Guillaume fait beaucoup de stages aussi. Il court beaucoup aussi. Mais je pense pas que l'équipe a vraiment le budget de faire autant de stages. Après, il y a le côté performance et recherche aussi qui est différent, qui est un peu plus poussé aussi ici. Mais je pense que voilà, les équipes étrangères sont peut-être un peu plus tirées vers la performance, ou je sais pas. J'ai pas envie de critiquer l'équipe française, pas du tout. C'est pas mon envie. On essaie juste de comprendre avec toi. On veut pas faire de critiques. Ouais, mais quand on essaie de, mais quand on essaie de, voilà, c'est dur c'est dur de savoir vraiment la différence. Mais une des grandes différences que les gens négligent un peu parfois, c'est l'homogénéité du groupe. Et quand on a un groupe, il y a sur les classiques, il y a des coureurs qui sont des équipiers qui pourraient être des leaders sur des autres courses. Donc forcément, on est toujours mieux placé, on est fort, homogène à l'avant. Donc sur des courses comme les classiques, voilà, ça paraît impressionnant des fois, mais comme à E3, quand on arrive à 2 devant, mais on était au pied du mont le plus important, le Paterberg, on était 3 en tête. Donc forcément, ça m'est jamais arrivé auparavant. Je me battais souvent pour être placé. Je lâchais beaucoup d'énergie là-dedans. Maintenant, j'en lâche beaucoup moins, donc au moment de faire l'effort, c'est quand même beaucoup plus facile. Et c'est tous ces petits points, la performance, les stages en altitude qui donnent des petits pourcentages en plus, et aussi voilà le côté mental, on se pose un peu moins de questions. Ouais. Voilà, on sait ce qu'on a à faire, et on essaie de le faire au mieux. On doute un peu moins, on va dire.
On a calculé depuis le début de la saison 15 jours de course, le critérium normalement du Dauphiné que tu devrais faire. Et ensuite, est-ce qu'on va rajouter 3 semaines au mois de juillet avec la Jumbo-Visma? Parce que, attention, hein, là les places sont chères dans l'équipe. Est-ce que tu vas faire le Tour de France? T'es assuré d'y aller? Pour le moment, rien assuré. Ok. C'est pas officiel, c'est que c'est pas assuré. Donc voilà, ce sera officiel. Je sais pas quand exactement, mais l'équipe l'a pas encore annoncé la sélection. D'accord, très bien. Ben, on va suivre ça avec attention. Dernière question, Christophe, pour notre interview ici. Maintenant que voilà, il y a des choses, de nouvelles choses pour toi, de nouvelles opportunités. Qu'est-ce qu'on a envie de viser quand on est Christophe Laporte avec ce maillot de la Jumbo-Visma dans l'avenir? Une victoire sur une classique, sur un grand classique. Plus qu'une victoire d'étape sur un grand tour, par exemple. J'aimerais bien gagner une étape sur le Tour, bien sûr. C'est pas soit ça, j'aimerais bien avoir les deux, donc Okay. Je vais essayer de me battre pour les deux. Le Tour, ça me paraît un peu plus peut-être compliqué. Je serais plus dans un rôle d'équipier, même pour Wout, pour Primoz, si jamais je suis sur le Tour au mois de juillet. Ce sera un peu plus restreint que sur les classiques ou autres, mais j'espère aussi avoir une opportunité d'ici la fin de ma carrière de gagner une étape du Tour et de mettre une grande classique à mon palmarès. Merci Christophe, on va te garder encore 2 petites minutes. Tu étais déjà venu dans ce dérail, mais peut-être tu as oublié. On a juste derrière une petite chronique, ça s'appelle La Giclette. C'est des questions courtes et réponses courtes, souvent du second degré, mais je te laisse dans les mains de Jérémy Sakian juste après le jingle. C'est parti, boum, la giclette est là, on l'attendait. Jérémy, pour la giclette avec Christophe Laporte, tu as donc quelques petites minutes avec lui pour lui poser les questions que tu as envie d'ailleurs. Ouais, un petit quiz orienté Jumbo-Visma aujourd'hui. Alors je voulais savoir, Christophe Laporte et l'apprentissage du flamand, ça donne quoi? Pas grand-chose déjà, j'essaie d'apprendre l'anglais bien et après peut-être que je me dirigerai vers le flamand, mais c'est pas facile. Même pas un petit mot, Christophe, en flamand? Si, des petits mots. Des petits mots. Smakelijk, c'est bon appétit, ou alles good, tout va bien. Des petits mots comme ça. Il n'y a pas ralenti pour vous? Ralenti? Non. Il parle très bien français, donc je peux le dire en français aussi. Ok, ça marche. Jérémy? Ouais, du coup, je comptais sur toi pour nous expliquer comment on prononce Rislem Reze qui court le Giro, mais j'imagine qu'on va passer cette question. Je voulais savoir, à force de côtoyer Wout, est-ce que ça te donne envie de faire du cyclocross? Non, pas spécialement. J'ai jamais trop aimé cyclocross. À la base, je viens du VTT, je suis plus VTT que cyclocross, donc non, ça me donne pas spécialement envie. On court toute l'année, donc j'aime bien Roglic, ça donne peut-être envie de faire du saut à ski. Ouais, ça peut donner l'envie, mais est-ce que j'y arriverai, ça me paraît compliqué. Alors, autre question à l'entraînement, cette fois-ci, pendant les stages. Tu nous as parlé des stages. Il y a Decker, il y a Coy, il y a Van Aert, il y a Tennyson, et puis il y a toi, que des gros sprinteurs. Est-ce que ça bagarre un peu pour les sprints pancartes? Et si oui, qui c'est qui gagne? Non, on s'amuse pas trop à ça. On a quand même pas mal d'exercices à faire. Donc... Non, on n'a pas trop fait encore de petits jeux comme ça à faire des sprints ensemble. Ah, c'est dommage parce qu'il n'y a peut-être pas de pancarte là où tu es en stage, c'est pour ça. Non, il y en a, mais c'est en haut d'école, donc on peut pas les faire. Ah oui, c'est toi qui grimpes le mieux de tout cela, j'espère. Ils sont pas ici, donc non, mais Wout est un peu moi quand même. Oui, c'est vrai, t'as raison. Jérémy, vas-y, je te relaisse là. Ouais, la dernière, j'ai vu Eduardo Affini sur le Giro, notamment dans des échappées. Je l'ai trouvé très carré des épaules. C'est lui ou c'est Kruijswijk qui a les épaules les plus larges? Je pense que c'est plus impressionnant sur Kruijswijk parce que c'est un grimpeur, il est plus maigre, mais je pense que c'est Eduardo quand même. Ouais, sacré épaule les deux gaillards. Bon, il y en a un, c'est plus un rouleur ou très bon en contre-la-montre, et l'autre un grimpeur. C'est vrai que c'est peut-être atypique. Il recrute à l'épaule à Jumbo-Visma. Jérémy, c'est bon, c'était tout pour toi? On s'arrête là. Merci Christophe d'avoir été avec nous quelques minutes. Merci à vous. Avec plaisir. On te revoit très vite sur les routes de France, si j'ai bien compris, notamment en critérium du Dauphiné. Là, tu peux nous le valider. Tu vas y participer? Oui. Le Dauphiné, oui. Ok, c'est parfait. Et puis peut-être au mois de juillet, en te souhaitant le meilleur d'ici là. Merci Christophe d'avoir participé et à très bientôt. Avec plaisir. Salut. Merci, au revoir. Salut Christophe.
Oh le coup de tête! Oh le coup de tête de Marco! Oh le deuxième coup de tête de Rencho! Oh que ça c'est pas bien! Nous sommes le 20 mai 2022 et le Tour d'Italie s'arrête déjà pour les Français. Oui, Arnaud Démare remporte son 3e et dernier succès ce jour-là, bravo à lui, mais encore une désillusion pour nous. C'est terrible. Romain Bardet, qui allait remporter le Giro, abandonne à cause d'un virus. Après Pinot Tour de France 2019, nouvelle descente aux enfers. Aura-t-on le droit un jour au bonheur, Jérémy? Bravo Voltaire. Non, c'est Chopin, la marche funèbre. Ah pardon. Non mais les paroles sont quand même dignement travaillées. Écoutez, moi je vous ai prévenu, je peux rien ajouter de plus. Je vous ai dit, ne vous enflammez pas, j'ai pas envie d'être déçu. On a espéré pendant 3 jours. Et il s'en est fallu d'une étape anodine pour voir tous nos espoirs s'envoler. Heureusement qu'Arnaud Démare était là pour nous redonner le sourire. Bon, toi aussi, t'as pleuré un petit peu, Rémi ou... J'ai arrêté de regarder le Giro. Moi après. aussi, pendant 2-3 jours, je t'avoue, j'ai fait si c'est bon, là, le Giro, là. Puis après, il faut bien retourner au boulot. Hein. J'avais plus envie d'entendre parler de cette course. J'ai vraiment rage quitte. Même Gilou, il devait être déçu, je suis sûr, oui, parce qu'il nous avait annoncé que Bardet allait gagner. Ben justement, je voulais entendre quelqu'un, je me suis dit, il en a rien à faire, lui, il a David Goffin, il a Thibaut Courtois, il a ces Belges qui gagnent, Thomas Derent, qui gagnent tout le temps, Intermarché, Groupe Gobert, c'est incroyable, ça gagne tout le temps. Bon, Gilou, t'es un peu triste pour nous ou pas? Je suis complètement triste, moi j'étais un grand supporter de Romain Bardet et on s'y attendait pas du tout. Tu vois, autant Pinot, quand il abandonne, on sait qu'il est quand même fragile, que du jour au lendemain, tout peut péter. Là, pour Bardet, c'est quand même une énorme surprise. Là, pour le coup, on s'y attendait quand même pas du tout. Ouais, c'est vrai que ça a été un coup dur. Bon, on peut pas non plus, avec des si, voilà, on peut pas refaire le monde, évidemment. Mais quand on voit comment se passe ce Tour d'Italie, avec Hindley, Landa, Carapaz qui était là dès la première étape de montagne au Blocos aux côtés de Romain Bardet. Est-ce qu'on se dit pas que Romain Bardet avait quand même une énorme carte à jouer et qu'on peut avoir d'énormes regrets parce que là, franchement, cette fois-ci, il y avait moyen de pouvoir au moins lutter avec ces trois-là. Non, je sais pas, Jérémy. Ah oui, on peut se le dire, mais. Ah oui, on se le dit. Une fois qu'on se le dit, qu'est-ce qui se passe? Je Il va sais pas revenir gagner le Giro, c'est terminé. Et puis bon. si ça se trouve, Miguel Ángel Lopez était dans la forme de sa vie, il aurait aligné tout le monde et lui, il doit se dire pareil. Il faut vivre dans le présent, même dans le futur, et maintenant, il faut regarder du côté du Tour. Oui, je suis frustré, comme vous, j'aurais aimé savoir, j'aurais aimé voir Thibaut Pinot batailler avec Bernal dans l'Isran. Non, ça c'est un peu trop. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Malheureusement, je ne lis pas dans les boules de cristal, donc je ne peux pas te donner l'issue de ce Giro avec Bardet. C'est toujours sur nous que ça tombe de toute façon. Bon, t'en penses quoi, Rémi? Très souvent. Et toi qui vois dans l'avenir, à ce moment-là. Oh, ça tombe des fois sur nous aussi. Hein. Arrête de pleurer, s'il te plaît. C'est bon, t'as beaucoup de succès en ce moment avec les Belges. Laisse-nous pleurer tranquillement d'un autre côté et tu pourras fanfaronner après avec la Belgique. Oui, Rémi, vas-y. Moi, je suis d'autant plus frustré. Enfin, j'aurais été moins frustré, je pense, de voir un Bardet finir 4e derrière le trio Landa, Carapaz, Hindley, que de ne pas savoir. Parce que pour moi, le pire, c'est ça, c'est de ne pas savoir ce que ça aurait donné. Parce que, évidemment, Jérém a raison. On va pas refaire l'histoire. Ça se trouve, il aurait complètement explosé dans la marmolada et il aurait fini à 15 minutes. et peut-être il en aurait gagné 3, on sait pas. Bon, non, parce qu'ils n'auraient jamais joué la victoire d'étape. Mais il aurait peut-être mis 1 minute 30 à tout le monde et il aurait gagné. Mais c'est vraiment ce truc de ne pas savoir qui est le plus frustrant parce que évidemment on y croyait, évidemment ce début de Giro il était hyper plaisant et ça nous donnait encore plus d'espoir. Après tous les trois autour de la table on sait que tout peut vite basculer sur une course, donc on n'était pas non plus à s'enflammer en mode il va gagner, mais c'est vrai que ça s'arrête comme ça, c'est d'autant plus dur. Si, Gilou il s'est enflammé. Il a dit, tu t'enflammes, c'est la chance de sa vie, hein, il doit gagner. C'était sa dernière chance, Gilou. C'est ça que tu voulais nous dire? Je sais pas, dit que c'était sa dernière chance. Disons qu'il avait son ticket pour le podium, mais on sait que pour le moment en France, avoir son ticket, c'est pas forcément pouvoir rentrer où on peut aller. Oh là là là. Parce que qui ont compris. Non, mais qu'est-ce que tu veux qu'on réponde à ça? Ouais, je sais pas. Non, mais il a eu 2 minutes déjà, il dit n'importe quoi. Il y a des problèmes sur toutes les compètes. J'étais frustré aussi et j'étais dégoûté comme vous. Ça a été difficile de se remettre dans ce Giro parce que Romain était un acteur de ce Giro et qu'on connaît son tempérament et vu après parce que il a commencé à pleuvoir, il y avait des descentes techniques, il y avait des trucs qui étaient vraiment à son avantage et on se l'est tous dit.
ouah, qu'est-ce que ça serait bien d'avoir un Romain Bardet dans la forme qu'il avait à ce moment-là. On le saura jamais. Est-ce qu'il était aussi fort que Jay Hindley? On ne saura jamais. Voilà, le go next et voilà, c'est que c'était la chance de sa vie. On le verra, on répondra à ça dans 5 ans. Bon, Romain Bardet de retour à l'entraînement avec une bonne nouvelle. Finalement, il va être en forme pour le Tour de France, Jérémy. Oui, une bonne nouvelle, mais pour gagner le Tour de France, il y a un autre souci. Ah ouais, on va gagner. Excuse-moi, je crois que la première place est déjà réservée. Tu vois, il y a quelqu'un qui a pris son ticket VIP cette fois-ci, qui dit bon, celle-là elle est pour moi. Et a priori, lui, il passera pas par-dessus les grilles. Lui, il va passer tout droit. Ah ouais, il aura son billet, c'est sûr, directement. Oui, il aura même le temps de faire des virages. Ça embêtera pas pour battre les autres. Mais non, je sais pas. Quand je dis ça, c'est Rémi, c'est voilà le Tour de France, non? Une petite placette, une petite victoire d'étape. Il va animer avec Thibaut Pinot. Ils vont animer tous les deux. Ils vont faire pif et paf. Un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Ça peut être sympa. Non, mais on est d'accord. Mais sauf qu'à partir du moment où on est tous d'accord pour dire ici que sauf tremblement de terre énorme, il ne gagnera pas. Quoi qu'il advienne, même s'il fait 2e du Tour, ça sera moins fort qu'une potentielle victoire sur le Giro. Donc la frustration, elle sera toujours présente. Évidemment. Mais en plus, on va avoir le droit à des Français qui vont tous revenir de blessures. Thibaut Pinot qui veut revenir au plus haut niveau. Romain Bardet qui était malade sur le Giro, il va vouloir être revanchard. Julien Lafilippe qui est de retour à entraînement, on ne sait même pas s'il sera sur le Tour de France ni à quel niveau. C'est super. Il faut gagner toutes les étapes. C'est super. Et en plus, Guillaume Martin qui vient de faire le Giro. On va s'ennuyer au mois de juillet quand on est supporter tricolore Gilou, non? Tu voulais dire quelque chose? Ouais, moi je le disais, une question qui va commencer à falloir se poser aussi, on se la pose souvent. Est-ce que Romain Bardet a plus intérêt à aller faire un top 5 ou un top 10 plutôt que de se batailler de perdre du temps à la première ascension et aller batailler pour les étapes, pour un maillot à poids? Il faudra aussi se poser cette question, savoir qui préfère, parce que je pense que dans la forme qu'il a là, où il aura les bons de sortie dans les échappées, s'il est loin en général, il pourra en gagner quelques-unes. Est-ce que tu préfères être 5 ou 6e du Tour ou aller gagner 2 étapes? Il faudra se poser la question aussi du côté de son équipe DSM, qui n'est quand même pas l'équipe qui gagne la plus souvent. Oui, mais après, le billet, le ticket pour le maillot à poids est déjà pris par Thibaut Pinot. C'est bon, ça aussi. Donc on a le maillot jaune. Pour le coup, alors moi je suis d'accord avec Gilou sur les étapes. Beaucoup moins sur le maillot à poids, pour une simple et bonne raison. Non, mais c'était une idée, quoi. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Chacun son tour. C'est fait, le maillot à poids, bon, il n'a pas la prétention de devenir virant, qu'il a déjà plus le temps. Donc, non, les étapes, pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'un top 5, quand tu as déjà été sur le podium, quand tu as déjà fait 2, tu as déjà fait 3. Est-ce que ça vaut pas le coup d'aller viser la Vuelta du coup? Ouais, mais il y aura quand même Pogacar. Ouais, parce que Pogacar il a dit finalement je vais peut-être pas être très fatigué après le Tour de France. Du coup je renchaîne derrière par la Vuelta. Sportivement, on est d'accord. J'en ai marre de Roglic. Sportivement, c'est vrai que la Vuelta ça pourrait lui convenir, mais le problème c'est qu'il aime pas forcément la chaleur et puis que le sponsor il va pousser pour que Bardet soit le Français sur le Tour de France. Donc tu peux pas aller non plus contre la décision d'équipe. Non, mais bien sûr. Moi je parle vraiment d'un point de vue sportivement, strictement sportif. Je serais très content de revoir Bardet sur un top 5 du Tour et éventuellement gagner 1 ou 2 étapes. Mais après, comme tu l'as dit, ce sera toujours plus frustrant, ce sera toujours moins fort qu'une potentielle victoire sur le Giro et que le serait une victoire sur la Vuelta. Ça ferait plaisir, oui, mais je dis pas qu'on est blasé parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois, mais nous on aimerait bien une victoire sur un grand tour. Il y a qu'un truc pour moi qui pourrait faire en sorte que sa saison elle soit quasi aussi bonne, que s'il avait gagné le Giro, c'est s'il venait à gagner la Lombardie. Ça fera plaisir à Anthony qui n'est pas là, parce que c'est un monument qui, je pense, est dans ses cordes. Et on sait que c'est aussi parfois un coureur qui est à l'aise sur les courses d'un jour, comme on témoigne de son ancien Liège et puis son mondial derrière Valverde. C'est pas impossible avec la forme qu'il a. Après, est-ce que ça sera un objectif pour sa fin de saison? Je ne sais pas, mais c'est la seule victoire qui pourrait, selon moi, l'amener quasiment aussi haut. La dernière parole pour Gilou sur Romain Bardet. On passe ensuite à un autre Français. Je n'ai rien d'autre à dire, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Et voilà, let's go Tour de France, on verra. Je ne saurais rien ajouter de plus. Ok, bon, alors, et on a aussi un Français qui a été, lui, jusqu'au bout, mais qui a déçu aussi, lui qui abandonne jamais d'ailleurs. Il a terminé très loin de son objectif, c'est Guillaume Martin. Il voulait se rapprocher du top 5, il s'est plutôt rapproché du top 15. Malheureusement, Guillaume Martin, qu'on a déjà eu ici d'ailleurs. On l'écoute, d'ailleurs, il est toujours très lucide après sa désillusion. Je suis pas au niveau sur ce Giro, j'ai du mal à me l'expliquer, mais en tout cas c'est un fait. Donc c'est une vraie déception, c'est de la frustration parce qu'il y a beaucoup de sacrifices derrière et ouais, c'est dur à vivre et je voudrais m'excuser auprès de mes coéquipiers, de l'équipe, du staff qui m'ont investi en moi, m'ont fait confiance et aujourd'hui j'ai pas assuré.
Voilà, il n'a pas assuré Guillaume Martin. Bon, alors moi j'ai une question que je me pose. Il dit qu'il n'a pas été au niveau, etc. Et est-ce que c'est parce qu'il est à son niveau ou vraiment c'est une déception, Jérémy, tu penses globalement? Je sais pas si c'est une déception. Tu nous avais demandé il y a 2 semaines si on le voyait dans le top 5. Oui, bah écoute, j'avais été assez clair. Je t'avais dit s'il y a pas masse d'abandon devant, il sera pas dans le top 5. Par contre, je le voyais peut-être dans le top 10 parce que c'était sa volonté et c'était surtout sa façon de courir. Quand il s'est retrouvé dans les échappées, c'était pour reprendre du temps en vue du général. Il a jamais joué véritablement la victoire d'étape. C'était toujours celui qui en faisait un petit peu plus. Et les années passant, je me demande si Guillaume Martin n'est pas en train de passer à côté de belles victoires d'étape, parce que faire 8e à la limite, ça peut se comprendre. Quand on commence à sortir du top 10, faire 14e, personne ne s'en rappellera. Hein. Donc peut-être qu'il aurait fallu courir différemment ce Giro, mais c'est beaucoup plus facile à dire maintenant quand on sait qu'il a fini 14e et qu'il a pris 20 minutes sur une étape qu'au début du Giro. Mais peut-être que ça peut lui donner des indices pour les futures épreuves à venir. Rémi, tu penses quoi de ce Giro de Guillaume Martin? Parce qu'on l'a vu de temps en temps lutter avec les meilleurs, hein, s'accrocher. On l'a même vu une fois finir devant les tout meilleurs. Mais voilà, il a lâché beaucoup de temps. Et ouais, c'est une ça. fois. Et alors, à la base, sur le papier, j'étais déçu de prime abord. Puis en fait, moi, j'ai l'impression que voilà, il est à sa place, tout simplement. Et ce scénario de il perd du temps au début, il revient grâce à une échappée fleuve, puis derrière, il recule petit à petit. Alors là, en plus, cette fois, il sort du top 10. On l'a vu sur les 3 derniers grands tours. Tour, Vuelta, Giro, les 3 d'affilée, il s'est passé ça. Il y a un moment, il n'arrive pas à lutter avec les mecs qui jouent le classement général. Donc voilà, il est à sa place. Alors c'est un peu plus décevant ce Giro, certes, parce qu'il est en dehors du top 10 et que je pense qu'il a les capacités pour. Mais voilà, 7, 8, c'est manifestement tout ce qu'il peut faire. Alors est-ce qu'il ne faut pas lâcher complètement le général et plus partir dans les échappées pour viser des victoires d'étape, parce que là, il a ni l'un ni l'autre. C'est peut-être une piste possible, mais en tout cas, moi j'ai vu le même scénario sur les 3 derniers tours, et du coup, j'attends de voir ce qui va changer dans sa manière d'aborder les courses. Oui, justement, il y a une question moi, que je me pose. Pendant combien de temps il va avoir ce leadership chez Cofidis? Parce que quand on a le droit à une place de leader, c'est pour... Déjà, on essaye de progresser, ça c'est sûr, mais pour viser les hautes sphères, au bout d'un moment, quand tu tournes autour de ces places-là, eh bien, on t'enlève un petit peu cette place de leader, et ce qui est normal, parce que voilà, on en a parié sur toi, et que maintenant, ça y est, on essaie de faire autre chose avec quelqu'un d'autre. Gilou, comme ça, on va se fâcher avec personne, c'est toi qui vas prendre la parole. Tu lui enlèverais, toi, son droit à ce leadership si tu es manager de Cofidis? Non, pas forcément, parce que ça reste un coureur français dans une équipe française, et de le propulser comme ça te fait quand même de la visibilité, ça plaît aux investisseurs, aux sponsors et tout ça. C'est pas pour rien qu'une équipe comme Quick-Step cherche absolument un sprinter belge pour son équipe. Là par contre, pour rebondir sur Guillaume Martin, là pour moi, où il me déçoit, c'est surtout dans les échappées où il était devant. Mais en fait, il n'a même pas pu rivaliser avec les gens qui étaient dans l'échappée pour aller faire un podium ou quoi. Il y a dans les échappées où il pouvait jouer la gagne, mais même là, il a été lâché. Il n'a jamais été en passe de pouvoir gagner une étape. Donc c'est plus là que ça me gêne et que ça me déçoit de la part de Guillaume. Ouais. Même si, qui suis-je assis dans mon fauteuil pour dire qu'un coureur comme ça me déçoit. T'as fait 20 km en course à pied. Attends, Gilou, on est fiers déjà de toi. 20 km en 1 minute 58 quand même. En 1h05, pardon, il faut quand même avouer que j'ai plus de mollets. C'est déjà pas mal. Je suis pas sûr que... Si, il y a quand même des mecs costauds, non? C'est beaucoup, 20 km. Nous, on est très bien ici dans les studios pendant que Gilou transpire en Belgique. Bon, moi, je vais quand même vous entendre sur cette place de leadership pour Guillaume Martin. Il a 28 ans. Et quand je regarde un petit peu les équipes dans le World Tour, il y a plus grand monde qui a un leader qui ne peut que viser des places de 7, 8, 9 encore, sauf bien sûr des illusions ou des gringolades. Mais c'est l'un des derniers qui a encore cette chance de pouvoir avoir une équipe pour lui et qui ne peut pas viser plus haut, en tout cas pas pour l'instant. Ah oui, parce que les équipes qui sont articulées autour des grands leaders, elles viennent soit pour la gagne ou à minima pour le podium. Celles qui se désintéressent du classement général l'assument. C'était le cas de Groupama FDJ sur le Giro, c'était le cas d'Alpecin aussi. On est venu pour chercher des étapes et on les a ramenées. Et puis même une équipe comme Intermarché, qui était hybride, qui est venue avec des coureurs comme Guirmet pour gagner des étapes, a quand même réussi à placer des coureurs devant Guillaume Martin au classement général. Donc oui, si j'étais manager de Cofidis, je me poserais des questions. C'est pas pour rien non plus qu'on est allé chercher Yon Izagirre.
C'est vrai, Faut qui s'en va être rappeler. leader sur le Tour de France, je suppose. Je pense aussi. Et je pense également que le jour où Cofidis aura la possibilité d'aller chercher un leader plus prestigieux, plus performant, et quand je dis plus performant, c'est pas simplement d'aller faire 8 ou 9e. Si Cofidis avait le budget et la possibilité de signer un coureur qui a le potentiel pour faire top 5 du Tour, ils l'auraient déjà fait. Et ils le feront dès lors qu'ils en auront la possibilité. S'ils ont Guillaume Martin, c'est qu'a priori, ils sont pas capables d'aller chercher mieux pour l'instant, et donc ils font avec. Mais Guillaume Martin, moi je reste persuadé qu'il est en train de passer à côté d'une bien meilleure carrière couronnée de succès avec des étapes. Il va simplement falloir adapter la façon de courir. Après, il le dit plusieurs fois en interview, il l'a dit, il l'a répété, qu'il a du mal à se sublimer, comme c'est le cas pour je sais pas, des Lennart Kamna, des Cohen Bouman dans un jour, pour aller chercher ce petit plus qui lui permet de gagner des étapes. C'est ça qui le frustrait. Il a essayé un an, il n'a pas réussi. Il réessaye parce que c'est un mec qui a de la régularité. Là, il voit que finalement ça fonctionne pas. Il a eu 1 ou 2 jours sans, et après il s'en va du top 10. Bon, est-ce que finalement Guillaume Martin, équipier de luxe, ça serait pas aussi hyper cool, Rémi, parce Si, que pourquoi pas. il n'y a pas de mauvaise équipe. Rappelle-toi Imola. Oui, voilà. C'est Ouais, lui il a- quasiment qui donne le titre sur bien un sûr, plateau. c'est hein. pour ça. Et franchement, c'est tout autant appréciable. Je sais que Ça c'est difficile n'existe pour les pas. coureurs. Qu'est-ce qu'il y a, Gilou? Il dit que ça n'a pas existé cette course. Ah oui, d'accord. Oui. Je comprends. Non, je sais pas, équipier, j'en sais rien, moi. Équipier d'un Jane Lay, par exemple, je dis Regarde. n'importe quoi. Bah Tu non, vois, mais ça pourrait c'est être, ça. Regarde l'équipe Labora aujourd'hui. oui. Jane Lay qui gagne, mais à la base, il est équipier de Kelderman. Quand tu inverses les rôles, ça reste solide aussi. Je compare pas Guillaume Martin à Jay Hindley ou Wilco Kelderman, mais voilà, aujourd'hui, dans les équipes qui jouent le classement général, tu as un grand leader et tu as quand même 1 ou 2 mecs, la plupart du temps, il y a des exceptions, Pogacar en est une, tu as 1 ou 2 mecs qui sont capables de prendre le lead derrière. Roglic, il a Vingegaard derrière lui. On a toutes ces équipes qui ont des lieutenants, des très bons lieutenants. Je vois pas pourquoi Guillaume Martin ne pourrait pas se mettre au service d'un grand leader. Maintenant, il faut l'accepter. Alors, il faut l'accepter. Bon, il l'a fait une fois sur un mondial. Est-ce qu'il le ferait tout au long de 3 semaines? Ça, c'est une question. Maintenant, où? Parce que Jérém l'a dit, aujourd'hui, t'as pas de leader chez Cofidis. Oui, Non, ça, Yannis c'est Aguirre est là. Ouais, C'est pas, c'est globalement du même un niveau. niveau similaire, assez similaire. Globalement, sur 3 semaines, c'est la même chose. Donc, voilà, pour l'instant, il est ce leader de facto. Cofidis était allé chercher pour ça, mais il l'est parce qu'il n'y a pas mieux. Le jour où il y a mieux, on verra ce que fait Guillaume Martin. Ou alors, peut-être il partira pour être ce lieutenant, mais ce sera évidemment sa volonté. Ce sera peut-être même plus simple d'ailleurs de l'accepter si c'est lui qui part pour ça. Moi, je pense que ça peut être une solution. Et Jérém un bilan il super faudrait le voir plus gagner d'étapes. Pardon pour la petite audio en même temps. Mais est-ce que Cofidis a de quoi attirer un autre grand leader? On parle souvent d'attractivité des il y a clubs. plus que ce salaire soit de en vie NBA, en déjà. foot. Est-ce que Cofidis est attractif pour un autre grand leader que Guillaume Martin? Et quand on parle de grand leader, j'ai l'impression que Guillaume Martin, c'est un peu qui peuvent avoir peut-être de mieux, à moins d'aligner vraiment très très gros. Mais quand tu vois l'équipe, un grand leader qui va signer dans cette équipe-là, il n'a pas forcément non plus l'assurance d'avoir une équipe autour de lui pour faire un grand truc, quoi. Hirt, ça vaut pas très cher, ça. Non, c'est Non, pas mais mal. Gilou, on est d'accord. De toute façon, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais comme l'a très justement dit Rémi, il y a des équipes où il y a 2, 3, 4 leaders de rechange. Donc, un coureur qui aurait envie de devenir le leader unique, ça s'est déjà vu par le passé. Regarde, Roberto Heras, il était parti de chez US Postal parce qu'il y avait Armstrong. Des bons souvenirs. J'étais encore dans les pensées de mon père. Voilà, mais on salue la famille, évidemment. mais tu vois, tu peux imaginer qu'un jour, peut-être, alors peut-être pas Vingegaard, ça paraît ambitieux, mais que ce genre de coureur-là ait envie de devenir leader unique. Moi, si je suis un coureur qui est un petit peu barré par un coureur encore plus prestigieux dans mon équipe, et qu'on me dit tu seras leader unique de Cofidis avec Guillaume Martin, Yannis Aguirre, Simon Geschke à ton service, si je m'y retrouve financièrement, je pense que je peux y aller. Vas-y Pavel, ça doit pourquoi pas, tu vois. Message à Cédric Vasseur, tu vois, j'y ai pensé à Pavel, pourquoi pas. C'est vrai, pourquoi pas. Bah oui, maintenant. on sentait que c'était à lui que tu pensais. Et maintenant qu'il a la nationalité française. Ouais, c'est ça.
Ou pourquoi pas Miguel Angel Lopez, comme ça. Ouais, non, franchement, c'est ça bon, serait oui. drôle. Ah, Non. dommage. Ou alors un mec de Bahreïn, n'importe lequel. Tiens, Yann Traknik. Tu vois, déjà, c'est. Oui, mais je pense que dès qu'ils quitteront Bahreïn. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, je dis ça, je dis rien. Une pensée pour Marc Padoun, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment maintenant. C'est pas où il est, Marc Je sais Padoun. pas du tout, mais. Officiellement chez EF, mais après. Oui, bon, après, c'est vrai que. Après, j'espère qu'il est pas parti sur le terrain. Il a pas se- joué avec se la Rochelle bagarrer, hier, sinon non, on va passer pour non, des je idiots. pense pas. J'ai pas vu ça, heureusement. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je disais Padoun, il a pas joué avec la Rochelle en rugby hier, on ne le voit plus. Alors, Juste sa hier, concurrence, je sais c'est pas quel jour possible. t'es, toi encore aujourd'hui. Toi, t'es pas le bonjour. On n'est pas le bonjour, mais non, et désolé, ici on parle pas rugby, hein. C'est que vélo, hein, s'il te plaît, Gilou. Bon, allez, on va passer à la belle éclaircie de ce Giro, parce qu'on en a pas encore parlé. C'est Arnaud Démare, 3 victoires d'étape, le maillot cyclamen, mais toujours pas de podium sur Liège-Bastogne-Liège. On l'écoute d'ailleurs. Oh mince. À l'arrivée à Vérone, c'est ce que je vous ai fait entendre tout à l'heure, un petit bout quand Rémi parlait, désolé, mais là on va l'entendre pour de vrai et sans parole derrière. Positif, que ce soit pour moi, pour mon équipe, collectivement, on a été vraiment forts et voilà, c'était 3 belles semaines. Sur le Giro, on a répondu présent, on était là. Et ouais, le travail a fini par être récompensé. Et puis maintenant, voilà, faut savourer ce qui s'est passé, même si on va prendre conscience dans quelques jours de ce qu'on a fait. Mais en tout cas, voilà, je suis très content. C'est le Tour d'Italie des revenants entre Hindley qui revient de nulle part, Arnaud Démare qui n'avait pas gagné depuis des mois, cyclamen, plus les vieux Pozzo Vivo, nanana. Ah, Jérémy, on a le droit à quand même un beau Tour d'Italie pour Arnaud Démare quand même, mine de rien. Hein, Beau, c'est un Beau. euphémisme. Ah, Il est exceptionnel son Tour d'Italie. Non mais soyons sérieux. Oui. Il a gagné 3 étapes sur un Tour d'Italie où il y avait Caleb Ewan, Mark Cavendish, Binyam Girmay et bon, je vais rajouter Gaviria, Boros et compagnie qui étaient quand même là et qu'il fallait Van der battre. Poel. Oui, Et Van der Poel et Dainese, donc il y avait quand même une pas une vraie victoire concurrence. d'étape en montagne. Par contre, Ouais, pour Arnaud alors Démare. aucune Pas victoire au d'accord. sommet, pas de top 10 du général, Bah alors, je trouve ça toujours pas incroyable. de victoire sur une Ardennaise. Heureusement qu'il y a le maillot cyclamen. Donc finalement son Giro il est flingué. Non, Rémi, blague à Est-ce que part. ce serait pas lui le grand leader de la Cofidis? Bah, parce que Thibaut Pinot en méforme, David Gaudu, on le voit pas depuis le début de saison. Je pense que sur le Tour de France, faudrait l'aligner vu la forme qu'il a, Gilou. On est d'accord. Franchement. Bah, c'est normal, franchement, tu lui enlèves 15 kilos et une mentalité de grimpeur. Enfin, je comprends pas. Il y a un moment, enfin, t'as 84 victoires, t'as un leader d'une grande équipe en France, t'es même pas capable d'aller gagner en haut d'un col. Très déçu d'Arnaud Démare. On nous reproche quand même assez souvent, alors des fois c'est justifié, des fois moins, de faire des private jokes. Donc là, il va quand même falloir expliquer Oui. pourquoi depuis tout à l'heure on fait ces références-là. Non, les gens comprennent. Oui, mais tout le monde n'a pas Twitter, tu sais, Gilou. Oui. Il y a des gens qui nous écoutent via Twitter et d'autres via Des les millions. plateformes de podcast. Parce que Comment les il y a Deezer, des gens Apple qui n'ont pas Podcast, Twitter? YouTube, tout ça. Donc c'est simplement que RMC, on peut les citer puisqu'on y a travaillé, fait un podcast chaque semaine et que la semaine dernière, Cyril Guimard a un petit peu tiré sur Arnaud Démare. Ça nous a tous surpris venant du druide. Et il a dit qu'il comprenait pas pourquoi Démare n'avait pas gagné Liège-Bastogne-Liège, qui nous a tous fait un petit peu rire. On a essayé de l'inviter, mais malheureusement, ils font le podcast en même temps que nous. Oui, mais alors, Voilà. il m'a appelé plusieurs fois aujourd'hui. Il était quand même chaud pour venir, Cyril Guimard, parce que on avait beaucoup de questions à lui poser. Moi, je suis ami avec lui, et peut-être qu'on l'invitera à un autre moment, et on peut. Moi, permet de blaguer. une fois que ce podcast va sortir, du coup. Non, et blague à part, déjà, il va pas nous écouter, grand 1. Et grand 2, on blague évidemment, mais parce que on embrasse le druide qui nous fait rêver chaque été sur RMC. Mais là, j'avoue Et que c'est le druide de RMC, pas celui de la Baragne qu'on embrasse. Ouais, c'est ouais. important. c'est très important. Bon, on va retourner sur Arnaud Démare parce qu'on a bien rigolé. On va essayer. Bon, on a dit exceptionnel, c'est super, 3 victoires d'étape. C'est aussi le coureur le plus victorieux, le coureur français le plus victorieux sur un Giro. Il faut quand même se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir Arnaud Démare et de la performance globale du sprinter français cette année et les dernières années, Rémi. Ouais, et il a bien fait taire ses détracteurs en fait, surtout. C'est ça, il a montré que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il avait fait avant. Oui, complètement. Même s'il a Guardiani en poisson pilote qui est pas très bon, mais oui, c'est vrai. Comment il avait dit Guardieri, je crois. Ouais, Guardieri. Non, mais c'est vrai que c'est ça. Arnaud Démare tout au long de sa carrière a quand même très facilement été descendu. On a longtemps pointé son 0 sur le Tour de France, sur le fait la rivalité, le fait qu'il ait été préféré à Boigny par Marc Madiot et la FDJ. Il a souvent payé, il a souvent dû vraiment beaucoup gagner pour que on soit un peu plus tendre à son sujet. Mais voilà, c'est l'un des meilleurs sprinteurs du monde, il l'a prouvé. Alors oui, il y a eu des mois compliqués et l'année dernière, ça a été indigne de son niveau. Mais on l'avait dit d'ailleurs avant le Giro, il suffisait pas de grand-chose pour que ça lance la machine.
Cette victoire, elle est arrivée très vite, elle est arrivée de manière magnifique, et derrière, il a enchaîné. Ça fait 9 victoires, si je ne me trompe pas, sur le Giro. Ça fait 8. 8 pardon. 4 en 2023 cette année, et une en 2019. Ouais, ça fait 8 maintenant. Ouais, ça fait 8. Bon, ça commence à être intéressant. Ah bah oui. Puis, voilà, ça reste un record. C'est vrai qu'en France, on n'a quand même pas tant de mecs qui ont gagné sur le Giro. C'est lui le meilleur maintenant. Voilà, donc non, clairement, Arnaud Démare, c'est l'un des meilleurs, et il prouve que c'est l'un des meilleurs coureurs français de cette période. Ah oui. Il faut voilà, il a remis l'église au centre du village. Oui, je crois que c'est une expression que tu as déjà utilisée, non? Oui, bon après je suis pas le premier non plus, hein, donc. C'est pas toi qui l'as inventé? Non, moi je pensais. Ouais, je fais ça à Voltaire. Au Voltaire début de Chaumont, alias le Johan Tritz. Bon, on peut dire déjà que la saison d'Arnaud Démare est déjà réussie parce que c'était son grand objectif. Il l'a dit en interview, je vais pas laisser le bout, mais à la fin de ce Tour d'Italie, on lui a posé la question. Alors, une petite Vuelta derrière, parce que c'est ce qui lui manque pour avoir une victoire d'étape sur les 3 grands tours. Un petit succès sur le Tour d'Espagne. Bon, manager de Groupama FDJ cette fois-ci, Gilou, après avoir été de la Cofidis, tu l'emmènes avec toi dans tes bagages sur la Vuelta? Bah pourquoi pas. Ah. Franchement, sincèrement, pourquoi pas. C'est tout ce pourquoi que tu as répondu. Ça fait 10 minutes qu'il parle pas. Non, mais je veux dire, déjà j'étais pris de court sur la question. Il a le temps de se reposer jusqu'à la Vuelta, de se refaire une fraîcheur. Là, on l'a dit, on l'a répété, je ne sais combien de fois, c'est un coureur qui a besoin de confiance et qui a besoin de victoire pour débloquer quelque chose et ensuite enchaîner. Là, il a toute la confiance, il pourra aller sur cette Vuelta sans aucune pression. Sa saison, elle est 100% réussie. Il a juste à en claquer une pour faire... Pour continuer, donc moi je le prendrai avec, oui. Ouais, surtout que sur la Vuelta, souvent l'adversité est un peu moindre, hein. Même si on a souvent les mêmes. Là, sur le Giro, l'adversité n'était quand même pas non plus. Enfin, parce qu'on va vite dans les deux sens aussi. Quand il gagnait pas, il était aux fraises, il n'était pas dans le top 20 mondial, et là, c'est l'un des meilleurs sprinteurs du monde. Il faut quand même remettre un peu l'église au milieu du village dans l'autre sens aussi, en disant que Caleb Ewan est tombé le premier jour. Quand même, pas même si je change de place, elle reste au centre. Que Cavendish semblait émoussé, et que derrière, Gaviria et tout ça, c'est plus du top. Donc c'est magnifique ce qu'il a fait. Mais je pense que encore maintenant, si là, il était contre Jacobsen, Philipsen, Merlier et tous les autres, je suis pas sûr qu'il en gagnerait 4. Voilà, mais il a gagné. Il faut rendre à César ce qui était à César. Mais n'allons pas trop vite dans les deux sens, dans le sens de dire il est aux fraises et le sens de dire maintenant c'est un des meilleurs sprinters du monde. Bon, bah voilà. C'est mon avis. Je ne vais pas vendre le droit de l'ours, mais il gagnera le maillot de meilleur sprinter. Sur la Vuelta. Ah, ouais, pourquoi pas. Alors, maintenant, il y a Primoz Roglic d'habitude qui le récupère, étant donné qu'il fait top 3 sur toutes les étapes. Non, sur la Vuelta, c'est pas toujours le sprinter. Mais bon, pourquoi pas. Je connais pas le parcours je connais pas le parcours par cœur, on va pas se mentir. Mais souvent, il y a 3-4 étapes pour les sprinters, et après le reste, c'est allez, démerdez-toi. Ah non, l'an passé, Jacobsen en a pris 3, Philipsen en a pris aussi 2 ou 3. Il y en a au moins 6-7 en général. Bon, alors j'étais. Pléthore. Bah, c'est beaucoup plus que. Oh, Coco, le Giro, c'est pareil aussi. Tiens, on va passer à une chose bien sérieuse. Ah oui, on va arrêter de rigoler parce qu'on a bien rigolé. Arrêtez de dire des expressions. On va passer au quiz. Voilà, quelque chose de sérieux, bien sûr. Et là, maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 € dans la poche. Et si je peux aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à faire. Par contre, pose le portable, s'il te plaît. C'est de plus en plus alambiqué. Vous me dites quand il commence le quiz. Ah oui, c'est pour Rémi. C'est car le coupable n'est pas Anthony. Non. J'admets avoir commis un crime lors du quiz précédent. Ouais, le melon du type, c'est incroyable. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Jérémy. Eh bien, figure-toi qu'en l'honneur du très beau Giro réalisé par Intermarché, je vais vous faire un quiz sur les Belges du Tour d'Italie. Oh, en plus, il y a Gilou qui est venu juste pour ça. Non, pas du tout, évidemment, je vais pas faire un quiz sur les Belges. Non, il est plus intéressé par le tennis en ce moment à Gilou. Donc, oui, et puis par Thibaut Courtois en Ligue des Champions. Courtois, des petits tweets. Le meilleur gardien de tous les temps. Premier hater de Thibaut Courtois. Quiz spécial, vainqueur du Giro. Quiz Jay Hindley. Il y a des questions, elles valent toutes un point aujourd'hui. Oh, rincé. Ouais, mais comme toutes les semaines finalement, hein, peu importe le thème, EF ça va pas, ça va jamais. Donc quiz Jay Hindley. Il y aura donc 10 questions, un point par bonne réponse, la dernière prévaut en cas d'égalité et une seule réponse par personne et par question, c'est le plus rapide qui empoche. Jay Hindley, première question, remporte avec ce Giro sa 3e course par étape. Quelle était la dernière juste avant le Giro qu'il avait remporté?
L'Herald de Sun Tour. Tour d'Allemagne. Herald Sun Tour, tout à fait. Un point. Yes, pour c'est le seul Johan truc que j'avais, Fritz. mais je sais pas à quel moment c'était. Yes, Bahamas. Et c'est quoi l'autre? C'était un tour en Chine qui était improbable, c'est pour ça que je ne l'ai pas proposé. Très bien. Ah oui, Je suis oui, pas près de non. le trouver. C'était même pas Guangzhou, hein, Guangxi, Guangxi, c'était un truc. Guangxi, Guangzhou, de toute façon. Je c'est- laisserai Anthony Nicolas vérifier sur Pro Cycling Stats sur le prochain quiz. 2020, deuxième question. Dans l'ascension de quel col est-il en difficulté pour enfiler sa veste? Petite veste de petite coupe vent. Le Mortirolo. Le Mortirolo, c'est pas bon. Ah, je tente, moi j'essaye. Bah, Stelvio. Bah, alors. le Stelvio, oui, et bien sûr. Ah là Johan là qui- là Ah, il a jeté le vélo sur la ligne et ça fait 2-0. Question plus dure. J'aurais presque pu mettre 2 points, mais comme j'ai annoncé le barème avant, on ne va pas changer. Quel ancien vainqueur de l'Amstel Gold Race était son directeur sportif sur ce Giro? Martin Cialinghi. Martin Cialinghi. Alors, Oui, j'ai depuis jamais quand, vu gagner l'Amstel. Je sais pas, il y a un mec dans le staff que je connais très peu, Zemke. Zemke. Ouais, il y a un mec qui s'appelle Zemke. Et il a gagné l'Amstel, lui? J'en sais rien, moi, je te dis que c'est dur. Bon, J'ai vous vu- racontez n'importe J'ai quoi. vu l'interview Gilou. de ce type, Zemke, je suis désolé. Hein, j'aime Gilou, beaucoup le vélo, sauve mais je l'honneur, s'il connaissais te pas. plaît. Sors-moi un vainqueur de l'Amstel au hasard. Gasparotto. Gasparotto. Ah, mais oui, mais en plus, c'est vrai. Moi, je savais. Je suis trop bête. Oh non. C'est ça? Bah oui, c'est Bah ça, oui, Gilou. mais oui, mais c'est vrai. Vous avez pas vu les images quand il est en pleurs dans la voiture, Ah, quand mais il oui, comprend bien que sûr. Carapace Moi, est je l'ai- lâché? moi, je me souviens d'avoir lu sur Pro Cycling Stats en regardant la start list ce Voilà. matin. Eh ben alors, Bah, pourquoi vous me racontez Non, n'importe non, quoi? sais rien, moi, parce que moi, tu m'as dit je que sais pas. c'était hyper dur, donc je suis allé chercher le pire. Non, j'ai dit que c'était plus dur. Et, de toute façon, Qu'est-ce ça que fait tu qu'un dis, point. Gilou? Je dis à chaque fois qu'il y a une question sur l'Amstel, je dis Gasparotto de toute façon. Donc, C'est vrai que ça marche. vérifie dans les anciens quiz, tu verras. Oui, mais dans l'ancien quiz, je me rappelle très bien, t'avais fait 0 sur le quiz sur les Ardennaises. Allez, question 4. Johan 2, Gilou 1, Rémi est toujours à 0. Question facile cette fois-ci. Sur quelle marque de vélo évoluent Bora et Hindley? Quel est l'équipementier? S-Works. Ouais, ok, allez, ça va, je te la donne. C'est Specialized. Specialized, quoi. J'avais pas Ouais. demandé le modèle, mais je te donne le point. 2 Parce qu'il partout. touche un peu d'argent quand il donne le modèle. C'est pour ça. Je sais. Question 5. Avant ce Giro, donc avant la victoire de Jay Hindley, quel était le dernier Australien à être monté sur le podium d'un grand tour? Cadel Evans. Non. Ah, d'un grand. Je crois que c'était le Richie Giro. Porte. Richie Porte, c'est pas bon. Non. Rémi, C'est pas Richie Porte. le dernier Australien à Ah, être monté sur le podium. Jack Bauer. Jack Bauer, c'est pas bon. C'est Jack Egg. C'est Jack Ah, Egg. Jack Egg, je suis con. Jack Bauer, il est néo-zélandais. Il a Bah, confondu Jack 24 heures chrono et. Non, mais alors là, Non, ouais, Jack c'est Bauer un existe. festival. Hein. C'est C'est un festival. Eh non, mais je suis Ouais, bête parce que c'est j'étais vrai, trop vite. Je franchement, crois que t'allais dire Giro. Bien sûr, enfoiré. Jack Egg. Non, Eh mais bah en oui, plus, c'est bah, Jack Egg que écoute. je pensais, c'est fou. Ah, j'étais trop vite. C'était trop vite. Allez, je te donne pas de points. Question 6. C'est fou. En 2019, Jay Hindley monte sur son premier podium d'une course par étape du World Tour. C'était sur le Tour de Pologne. Qui le devance? Qui remporte le Remco Tour de Pologne Evenepoel. 2019. Remco Evenepoel, c'est pas bon. C'est 2020. Michal. En 2020 2019, Michal. Kwiatkowski, c'est pas bon. Tentez. À moi, du coup, bah, Tour de Pologne, je vais dire Roglic. C'est pas Roglic, c'est Pavel Sivakov. Mais non. Ah ouais. Question 7. Ok. Ah, Alors donc ça- un Français a gagné une. Non, une- il était- Ah oui, mais non, mais ça compte pas. Les couleurs étaient pas dans le même ordre à l'époque. Et pas dans le même sens non plus. Si. Question 7, j'en appelle à votre mémoire visuelle. Il y en a qui ont des mémoires visuelles, d'autres auditives. On va voir si vous avez été bon. Quel était le numéro de dossard de Jay Hindley sur le Giro? 66. Le 66. Premier point pour Rémi. Attention, tout est relancé. 2, Oh là 2, là. 1. J'aurais pas eu. Je savais que c'était pas le 1, mais. Il reste 3 Moi non plus, questions. je l'avais pas du tout. Question 8. Parmi ses coéquipiers sur ce Giro, figurait un coureur polonais. Lequel? La question piège. Question piège parce qu'il n'a pas toujours été polonais dans sa carrière. Oh, En plus, tu donnes Il des était, indices. il était italien. Il a changé de nationalité. C'est pas Et il la- a même gagné pour le passer une C'est étape pas sur le Laszlo Giro. Bodrogi. Non, je déconne. Tac, tac. Bah écoute, il était. Ouais, j'ai pas trop Italien. d'idées. Je donne un demi-point à celui qui va me donner la bonne réponse parce que je vais vous donner le prénom. Cesare. Benedetti. Benedetti, c'est pour Johan. Oh oui, mais je suis en C'est retard vrai parce que qu'il je a. suis pas sur Putain, mais il est place. polonais. Non. Regarde sur Pro Cycling Mais Stats, il non, est bah passé non, je vais pas polonais. regarder parce qu'après je vais peut-être avoir. Je veux pas tricher, tu vois, jusqu'au bout. Oui, J'ai tu fait- es un petit peu en ouais, retard, j'ai Gilou, pas je suis le temps, désolé, mais- c'est ta connexion, mais ça fait quand même Ah oui. un demi-point pour Johan. Attention, ça va aller très vite. Jay Hindley, donnez-moi sa ville natale.
Pourquoi ça va aller très vite? Perth. Perth, bah ouais, oui, Perth. Ah ouais. Perth. Et puis il ne reste plus qu'une question, donc c'est gagné pour Ouais, Johan. je sais, ouais. La dernière question va être pour l'honneur, peut-être pour la 2e place. Dans quelle ville Jai Hindley avait-il perdu le maillot rose en 2020 au profit de Tao? Milan. C'est intégral, Johan Tritz, la victoire sans conteste. Je l'adore, j'adore. Je trouve que c'est vraiment un coureur incroyable. Merci. Tu parles, il lui cassait du sucre sur le dos l'année dernière, mais maintenant il l'adore. Alors, je suis pas si. Je fais partie de cela. Alors qu'il allait me sortir un extrait. Un magnéto. Regarde ce qu'avait dit Jérémy il y a un an. Non, pas du tout. Merci pour cette victoire. Je passe devant en tête, seul en tête. Ah oui, alors un point sur les scores peut-être. Oui, alors, a priori. Non, le quiz c'est bon, c'est les paris. J'ai 7 points, Gilou 6, Anto 3. Jérémy 1. Est-ce qu'on peut me contredire sur cette histoire? Alors Ouais, Rémi j'ai 1, gagné ça avant- c'est sûr. J'ai gagné avant le Giro. Donc ça veut dire que Rémi aurait T'as 2. gagné avant le Giro? Oui, j'ai gagné un quiz Ah avant oui, le le Giro. quiz Ce n'est avec pas toi l'auditeur et... Oui. Ouais, c'est vrai. Il a fait un Non, blind c'est test avec possible. sa famille, il croit que ça compte. Non. Et alors, j'ai gagné, ça compte, non? Ok, Non, je suis témoin. J'ai écouté, peut-être pas j'ai noté le dernier, autant pour moi. Moi j'ai ça comme Après, classement. c'était mais contre est-ce que- Anthony. Mais il y en a eu auditeur, un est-ce que ça entre compte temps, autant, hein. Par Bah, contre, ouais, parce que c'est- lui il a gagné avant le Giro, mais on avait fait un quiz la semaine dernière. Donc, Mais qui a gagné la semaine je me rappelle plus. Bah voilà, super. Il faudra voilà, tout ça écouter. pour dire que encore une fois j'ai dû manquer des points, mais je suis en tête quoi qu'il. Et ça c'est beau. On va passer au pari parce que là aussi, j'ai noté plein de trucs, mais je sais pas qui est devant, qui est pas devant. Ah, c'est même pas vrai. Bon alors. Pour le pari de Giro, pour le maillot rose, on a tous faux. On a mis du Landa, Carapace, Bardet. Alors qui a mis quoi? J'en sais rien, mais est-ce que ça change quelque De toute façon, chose? il n'y en a pas un qui a mis Hindley, Non, donc au donc, moins ça règle l'histoire. Après, ceux qui ont mis Carapace et Landa sont le plus proches. Voilà, même si... Bon. Allez, pour le maillot cyclamen, on a eu du Van Der Poel, je me souviens c'était moi, du Ewan, je sais plus qui avait dit ça. Moi, j'avais dit Ewan. Arnaud Desmar, sûrement Anthony, je pense. Bah oui, parce que vous étiez que 3. Donc voilà, bravo Anthony, s'il nous écoute, super. Meilleur jeune, Sosa, Almeida. Alors, il faut savoir que dans ce... C'est moi qui avais dit Sosa, il faut savoir que je suis plus près, du coup. Ah oui. Oui, c'est vrai. Alors, Il faut savoir que t'es le plus près, mais maintenant ça me revient parce que j'y ai pensé avant l'émission en parlant des déceptions tout à l'heure. On l'a pas cité, mais alors Ivan Sosa, pour le coup, Casper. Hein. Grosse déception aussi pour le chrono parce qu'il est avant-dernier à seulement 15 secondes de la dernière place. Et Oh, ça, joli. et ça, Ah mince, pas loin. Alors, meilleur grimpeur, j'en ai que 2. Guillaume Martin et Kemna. Oh, bon, Kemna, le plus c'était proche- moi, Ah, voilà. bon, voilà, t'étais le plus Kemna, proche. c'était pas con. Hein. Mais personne, puis quand il évidemment, gagne à l'Etna, je peux te dire que je le sentais venir celui-là. Puis bon, malheureusement, ça- Koen Bouman est passé par là. Bah, voilà. Donc, on n'avait pas noté Cohen Bowman. Donc, bon, Paris mitigé, mais Paris libéré. Il est long ce podcast. hein, il va Oui, falloir- alors, vite fait, Paris sur le Dauphiné, du coup, alors que la startlist, à l'heure où on tourne, C'est du gruyère, hein. c'est un énorme gruyère. Mais bon, on va essayer de donner, pourquoi pas, les favoris de cette course. Qui va remporter le critérium du Dauphiné? Bon, Wilco Kelderman, là, là, me j'ai- faire une Anthony Collard en essayant de regarder la J'ai pas du startlist. tout regardé. Alors la pour Back and Change, il n'y a qu'un seul nom, c'est Dylan Groenewegen. Bon bah non. Bahrain Victorious, on a du Tuns, Caruso, Bilbao, Jack, mais est-ce qu'ils seront tous là? On ne sait pas. Il est pas là, Jack Bauer? Et il y a marqué Yann Hirt pour intermarché, non il n'est pas là. Ou du Lumenkis. On a quoi d'autre? Je sais pas moi. On a du Paré Peintre pour En AG2R vrai, les Citroën. Ineos, en général, Dauphiné, c'est toujours pour Pierre Ineos. Roland, Victor Lafay, on a du David Godu, mais peut-être sera-t-il là, on ne sait pas. Warren Barguil, Ah Pierre bah moi je vais Latour. jouer Roglic, je viens de voir Roglic, donc je réserve Roglic. Kelderman est là, a priori, alors qu'il sera à peine fatigué. On a du Gegenhardt, on a du Ghana, du Katowski, du Chris Froome, attention. Lutsenko, Van sur Aert, lui. Roglic, Vingegaard, Kruijswijk, Denis Ouais, Lapoule. on est déjà sur Laporte. l'équipe du Tour. Hein. Alors, Sur la Jumbo. Padoun est annoncé. Marc Padoun est annoncé sur cette course. McNulty, Maïka, Henrik Mas aussi. Et pour finir, on a aussi Tony Galopin, Kenny Ellison pour nos Français de la Trek Segafredo. Bon, dans tout ça, seront-ils là? On ne sait pas. Allez, on donne des noms. Henrik Allez. Mas. Henrik Mas. Henrik Mas, il y a 30 km de chrono. T'as bien regardé le parcours. Ah, c'est sûr que moi, Henrik Mas, il va prendre ces 3 minutes-là, on le reverra plus derrière. Gilou, alors donne-nous, toi qui parie tous les jours, là, donne-nous un truc. Le vert pour Van Aert. Bah super, c'est à côté à combien ça? C'est 1,05 non? Il se moque du Je monde. pense que tu perds de l'argent. Il se moque Ouais. du monde. Non, ben Roglic, mais sinon, le vert pour Van Aert, je m'en fous, je dis quand même. Oh, t'as encore Ouais, tout bah le temps. lui le vert, il était pas que pour Van Aert à mon avis ce midi. Et je sais pas moi qui je vais mettre victoire de Lutsenko. Voilà. Je sais pas pourquoi. Victoire de Lutsenko. Finale ou ouais, étape? finale Lutsenko qui Ah ouais, gagne. ouais, oh, j'avais d'accord. donné Ah bah, bah
il sera peut-être pas là, donc oui. Bon voilà, je donne quelqu'un parce que pour le fun, même si Marc Padoun, on sait jamais sur un malentendu. Maillot de meilleur grimpeur. Maillot meilleur grimpeur et peut-être aussi maillot vert pour Padoun, parce que s'il gagne 4 étapes, c'est sûr que c'est pour lui. Quelque chose de plus intéressant. C'est pas fini encore Non, parce qu'il y a on est à 2 heures d'émission. Oui, là. je sais. Match des coureurs. Non, mais c'est très. Ah oui, mais rapide. c'est toi qui as gagné, c'est pour ça que tu veux le dire. Match des coureurs. Ah oui, match des coureurs. Le dernier, j'ai gagné parce que c'était sur le dernier coureur, le premier des coureurs, à Cogné, entre Mark Cavendish, Peter Serry et Van Lerberg. J'ai gagné. Il a terminé 128e, Mark Cavendish 152, Peter Serry 154. Voilà, je suis le seul à avoir dit Van Lerberg. C'est super. Et là, maintenant, cette fois-ci pour la première étape. C'était un sprint normalement attendu. Pour le Dauphiné, qui va terminer en premier entre les anciennes gloires entre guillemets, Rafał Majka, Pierre Rolland et Chris Froome. Ce jeu n'a aucun sens. tu en as conscience quand même. Oui, je sais. Rafał Majka pour Rémi, bien joué. Qu'est-ce qu'il dit, Gilou? Je dis Majka aussi. Ah ouais. Alors je note en même temps. Donc Majka. Alors se mouiller, Jérémy Sérifiant. Ah ouais, genre c'est qui? Moi je prendrais celui qui reste parce que là c'est vraiment la pièce pour le coup. Moi je dis c'est mon Froome. Eh ben moi je joue Pierrot. Alors il n'y a rien à gagner, évidemment, encore une fois. Mais on est là pour le fun avant tout. Et après, comme ça, on donne les résultats. Johan Trist de meilleure humeur quand il gagne le quiz. Quand même. Gilou, moi j'aimerais bien savoir ce que ça donne quand il gagne le quiz, mais ça fait que 3 ans qu'on organise les podcasts, donc il va falloir entendre un petit peu. Ah bah attends, Gilou il a quand même 6 points. J'ai 6 points, qu'est-ce qu'il raconte lui? Attends, Jérémy est quand même sur du 100%. Il a fait qu'un seul quiz. Donc mollo sur les critiques. Il me vanne. Bon, et ben c'est terminé après 4h45 d'émission. Il était long celui-là. Et heureusement qu'on n'a pas eu Cyril Guimard parce que sinon on avait pris un tunnel de 40 minutes là. Et je me rappelle plus combien de temps on a fait sur la porte parce qu'on l'a enregistré il y a 6 mois, 2 jours. Mais c'était long aussi, il me semble. Oui, je crois qu'on a bien fait 15 minutes. Donc au total, faites une sieste entre les deux. C'est comme le Tour de France. Pendant l'étape, faites une petite sieste, revenez après, mettez en arrière. Voilà, prenez le temps. Contre Nicolas. Non, mais avec Nicolas, c'est impossible de faire une sieste. Il gueule tellement que c'est mort. Merci Gilou d'avoir été là sur cette fin en retard. Je vous ai épargné, au moins je vous ai épargné de parler de Remco Evenepoel. Je pense qu'on a peut-être gagné un petit quart d'heure aussi. Ah ouais, déjà c'est pas mal. Merci de nous suivre encore. Émission très longue mais très sympathique. Jérémy, au revoir. Merci. Oui, salut. Et Rémi aussi. Au revoir. À bientôt peut-être. Merci à tous. Nous suivez aussi sur les réseaux sociaux, machin truc et tout. Je Deezer, Apple Podcast. Oui, tu connais par cœur. Allez, salut. C'est cassé. Il a même pas attendu le générique. Le mec s'est cassé à l'apéro. Allez, il est pas payé, il se barre. C'est un vrai fonctionnaire. Allez, ciao à tous, merci.